Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir pour cette rencontre autour de la série radiophonique de Cléo Cohen, Juive arabe, comment je me suis réconcilié avec mes identités, une série, la série documentaire, produite par France Culture, réalisée par Nathalie Battus et diffusée sur France Culture en juin 2022. J'imagine que vous êtes nombreux à l'avoir déjà écoutée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la découvrir ou la réécouter sur franceculture.fr ou sur l'application Radio France. Donc si j'ai pris la précaution de citer toutes ces mentions contractuelles, c'est parce que France Culture et Radio France nous ont généreusement permis de diffuser certains extraits de la série ce soir, et donc on aura l'occasion d'entendre certains de ses protagonistes. Mais on va surtout entendre nos trois invités, à commencer par l'auteur de cette série, Cléo Cohen, qu'on remercie de sa présence. Cléo Cohen, vous avez étudié la littérature à l'ENS avant de vous former au cinéma documentaire. D'abord à Columbia University, puis à l'excellente école documentaire de l'USAS, en Ardèche. Et vous étiez venu au MAJ au printemps dernier présenter votre premier long métrage documentaire, Que Dieu te protège, dont il sera aussi question ce soir. Pour dialoguer avec Cléo, on est aussi très heureux de recevoir Sonia Fellous, historienne au CNRS et à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Les habitués du MAJ vous connaissent, Sonia, surtout pour vos travaux sur les textes médiévaux, sur l'iconographie juive antique et médiévale, mais vous êtes également une spécialiste reconnue de l'histoire des Juifs de Tunisie. Vous avez notamment dirigé l'ouvrage Juifs et musulmans en Tunisie, Fraternité et déchirement en 2003. Vous avez travaillé sur le cimetière du Borgel, sur les synagogues antiques de Kelibia et de Hamamlif. Et vous êtes l'auteur d'un documentaire sur le départ des Juifs de Tunisie, qui a fait 2 fois salle comble, ici même au MAJ, et qui est toujours projeté actuellement au cinéma Le Balzac. Et plus récemment, vous avez également dirigé un très bon numéro de l'Arche, du magazine L'Arche, dédié aux Juifs de Tunisie. Donc Sonia, vous intervenez dans la série de Cléo à deux titres, comme historienne et comme témoin. Et donc c'est à triple titre que vous êtes invitée ce soir, comme historienne, comme témoin et comme intervenante de la série. Et enfin, je remercie beaucoup Jonas Siboni d'avoir accepté notre invitation un peu au pied levé. Jonas Siboni, vous êtes professeur d'hébreu, de langue hébraïque à Sorbonne Université, mais vous êtes également arabisant, spécialiste du judéo-arabe marocain, que vous avez longtemps enseigné à l'INALCO. Et vous avez cofondé avec Yohan Tayeb l'association, le Centre culturel d'Alala, dont l'ambition est notamment de promouvoir la culture juive d'Afrique du Nord au travers d'actions culturelles et de cours de langue. Yohan Tayeb était initialement invité à cette soirée, puisqu'il intervient dans le documentaire, mais il a été retenu ailleurs, et on vous remercie de prendre sa place pour raconter, avec vos mots à vous, la manière dont vous abordez les questions qui traversent ce documentaire au travers de la langue, et on aura l'occasion d'interroger, afin de voir à quel point c'est important et pertinent. J'arrive à ma première question, mais c'est un peu laborieux, mais après vous allez voir, je vais laisser la parole à nos invités. Certaines des questions qui vont suivre sont directement adressées à Cléo sur la conception et la réalisation de la série et de son film, mais l'idée est évidemment de faire circuler la parole pour entendre les différentes voix de nos invités sur les questions qui sont soulevées par la série, donc entendre leurs différentes sensibilités, leurs approches, faire entendre aussi les oppositions sur certaines questions s'il y a lieu. Donc voilà, l'idée c'est d'interroger leur approche différente de ces questions et ce qui traverse leurs 3 parcours. Donc, dans votre film Cléo, Que Dieu te protège, vous interrogez vos 4 grands-parents, originaires d'Algérie et de Tunisie, en mettant en scène l'incompréhension profonde entre votre désir d'arabité, votre envie de pouvoir vous dire arabe, et la fracture irrémédiable qui avait été causée par leur fracture irrémédiable avec le Maghreb, qui avait causé leur départ d'Algérie et de Tunisie. Dans la série, au contraire, ce n'est plus l'impossible compréhension entre les générations, mais plutôt le soulagement, voire la joie de vous trouver des alliés, plutôt dans votre génération, qui partagent vos questions, pour certaines votre quête. Donc, des alliés au sein de votre génération, donc certaines à Paris, d'autres à Tunis, où votre quête vous a mené, et où vous vous êtes même installé il y a quelques mois. Alors vous ne rencontrez pas que des alliés, vous rencontrez aussi des chercheurs, des témoins, mais vous choisissez d'ouvrir la série par une discussion avec un groupe, le groupe Juif Vénère, dont vous êtes membre, qui est un groupe féministe antiraciste de jeunes femmes juives. Et je voulais vous demander à la fois de nous parler du titre du premier épisode de la série, ce de très beau titre, C'est où chez nous, et de nous dire en fait si le choix d'ouvrir avec les Juifs Vénères est juste chronologique, est-ce que c'est
comme ça qu'a débuté votre quête, ou est-ce que c'était un choix d'ancrer directement cette question de l'appartenance dans une dimension politique? Sacrée première question, merci. Alors, le titre, d'abord, c'est où chez nous? Parce que, comme je le dis dans la série, j'ai beaucoup entendu dans ma famille, mais pas seulement, cette expression « chez nous, on fait pas comme ça, chez nous, on fait comme ça ». Et ça m'a beaucoup interrogée, notamment à l'adolescence, vers quoi ce chez nous renvoyait. Si c'était chez nous les juifs tunisiens, chez nous les juifs algériens. Je comprenais que c'était pas chez nous les Français, manifestement, puisque les Français c'était les autres. Et avec donc le collectif Juif Vénère, c'est évidemment une question qui nous travaille beaucoup, de laquelle on a beaucoup discuté. Ce trouble qu'on avait en commun pour certaines, de ne pas savoir vraiment où on était chez nous, de ne pas réussir vraiment à trouver notre place. Voilà. Donc ces discussions avec ce collectif ont beaucoup nourri. Et en fait, si j'ai commencé aussi par cette séquence avec elle, c'est que c'est grâce à ces discussions très nombreuses et très enrichissantes que j'ai pris conscience que en fait, ma problématique à moi, que je pensais au mieux psychanalytique, au pire juste voilà, individuel, était en fait quelque chose de collectif. Et que c'était aussi intime que politique, en fait. Que le fait de ne pas vraiment réussir à trouver sa place, de ne pas vraiment comprendre pourquoi notre place n'était pas non plus là-bas, dans ces pays que nos familles avaient quittés, mais pourquoi on avait aussi de la difficulté à se sentir chez nous ici, était en fait quelque chose de collectif et donc, oui, de politique, ou en tout cas, que moi, j'avais besoin de politiser, en fait, pour le comprendre, pour le digérer, quoi, en fait, voilà. Sacrée première réponse. Pour entrer plus directement dans le vif du sujet et pour ouvrir la discussion à nos trois invités, j'aimerais vous faire entendre un premier extrait de la série qui concerne une jeune femme qui s'appelle Sarah, que vous avez rencontrée à Tunis et qui, on peut le dire, est plutôt très éloignée de vous et de votre milieu. Elle est loin des juifs vénères, c'est une juive religieuse, pratiquante, issue d'une famille observante. Et pourtant, vous la rencontrez elle aussi à Tunis, où elle fait elle aussi de fréquents séjours. Et dans ce qu'elle vous raconte du rapport de sa famille à la Tunisie, une sorte d'ambivalence, il y a des échos, j'imagine, qu'on retrouve dans ce que vous avez trouvé vous-même chez votre famille, et sans doute aussi peut-être chez Jonas et chez Sonia, c'est ce dont on va parler après cet extrait. On écoute donc un extrait du témoignage de Sarah. Moi, en fait, ça a toujours été, il y a eu deux images. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté la Tunisie, la beauté de la Tunisie. Mon grand-père, il nous parlait tout le temps de la Goulette, de l'Ariana, de Tunis et tout. C'est-à-dire que voilà, on avait grave un paysage, il y avait grave les émotions qui venaient avec. Mon grand-père, il pleurait quand il parlait de la Tunisie et tout, donc voilà quoi. Mais d'un autre côté, ils avaient aussi, ils nous disaient souvent, ouais, on est parti à la précipitation. Nos copains, quand on était petits, on avait des copains arabes, quoi, les voisins. Et en grandissant, on les voyait dans des manifestations contre les juifs, qui finalement, ils avaient peur de leur ami d'enfance, quoi. Donc en vrai, il y a deux images. C'est-à-dire que d'un côté, on avait vraiment on avait envie d'y aller pour voir comment c'était les fameux paysages tout décrits par nos grands-parents. Et d'un côté, on se disait, ils sont quand même partis un peu chassés. C'est-à-dire que mon grand-père, il a eu l'occasion d'y retourner, il n'y est pas retourné. C'est-à-dire il l'a quitté, c'était fini, quoi. Alors, dans ce témoignage, on entend les sentiments mêlés de ses grands-parents, la colère et l'amertume qui cohabitent avec la nostalgie et un amour profond pour la Tunisie. La colère qui n'empêche pas la nostalgie et qui ne la fait pas disparaître. Et l'impossibilité pour son grand-père de retourner en Tunisie, mais un attachement profond transmis à ses petits-enfants, à ses petites filles. Vous-même, Cléo, Jonas, Sonia, est-ce que ces sentiments mêlés font écho à des choses que vous avez trouvées dans vos propres familles, donc chez vos grands-parents, Cléo et Jonas, et chez vos parents, Sonia? D'abord Cléo, puis Jonas, et enfin Sonia. Oui, en fait, ce qui est intéressant, effectivement, avec Sarah, c'est que cette chose-là qu'on politise avec les juifs vénères, c'est en fait
c'est quelque chose de viscéral. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée que spontanément, c'est une fille que j'ai rencontrée par hasard dans le hall de l'hôtel et j'ai identifié qu'elle était juive religieuse à cause de sa tenue, etc. Ça m'a beaucoup touchée que très simplement et très spontanément, elle témoigne exactement de cette ambivalence avec laquelle nous, on se débattait entre nous, dont on a tellement discuté et tout ça. Et ça a aussi confirmé le fait que pour moi c'est pas juste une lubie intellectuelle, c'est quelque chose en fait qui se passe dans le ventre en fait. Et elle, alors qu'elle a 18 ans et qu'elle a grandi en banlieue parisienne, qu'elle avait jamais mis les pieds en Tunisie avant ces 2 récents séjours, l'émotion dont elle témoignait, moi m'a vraiment touchée et je me suis dit en fait c'est vraiment ça qu'on a en commun. C'est pas juste un délire intellectuel, c'est un truc viscéral. Voilà. Et ça pour moi, ça attestait de l'importance aussi qu'il y avait à parler de ça, en fait, à en parler dans notre génération. Jonas, vous-même, est-ce qu'il y a eu ces sentiments mêlés vis-à-vis du Maroc? Est-ce que vous les retrouvez chez votre famille paternelle ou... Bien sûr, absolument. Vraiment à peu près de la même manière. Et ça se comprend. C'est-à-dire que les gens, finalement, ont quitté leur pays, le seul qu'ils connaissaient, sa culture, leur univers, avec certes certaines particularités, celles du monde juif, qui avait déjà commencé à bouger, à évoluer, à se transformer. Mais finalement, il y a eu à un moment une forme de polarisation identitaire où les gens se sont entendus dire qu'ils n'étaient pas chez eux, et eux-mêmes, d'ailleurs, se sont identifiés en partie beaucoup plus au modèle français ou occidental. Mais finalement, quand les gens sont partis, c'était clairement le cas dans ma famille, quelque part, ils se sont en partie quittés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'eux qui est restée là-bas, et avec une injonction à ne pas s'y identifier, ou à ne plus s'y identifier. Donc c'est des sentiments, c'est très douloureux. Il y a une nostalgie évidente, avec de la culpabilité, de la nostalgie. Et cette ambivalence-là, c'est elle aussi qui ressort parfois d'une manière plus agressive, et qui étonne d'ailleurs les anciennes générations quand ils voient les nouvelles foncer là-bas, puisque pour eux, c'est eux, on parle d'eux, mais on parle aussi de cette blessure. Sonia, dans votre cas, ce qui est différent de chez Jonas et Cléo, c'est que vous, c'est pas une histoire racontée et transmise, c'est une histoire vécue. Vous êtes donc né à Tunis en 1956 et vous y avez vécu jusqu'en 1967. Vous avez donc quitté la Tunisie à l'âge de 11 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances, les événements qui ont mené à votre départ et la manière dont cet exil a été vécu par vous et par vos parents? Il y a eu deux phases en fait. Il y a eu la phase de l'essolement. Il y a eu la phase où on restait les derniers en Tunisie, c'était avant les émeutes, mais quand même, depuis les affaires de Bizerte, le départ des Français, la nationalisation des entreprises faite par Bourguiba, et une certaine montée quand même, si ce n'est anti-juive, anti-occidentale, dont les juifs faisaient un peu partie pour les musulmans, en tout cas. Sonia, tu bouges les mains. Je sais que tu es tunisienne, mais bouge l'autre main, pas celle du micro. Oui, d'accord. Et donc, il y avait donc cette époque-là où on s'est retrouvés quasiment les derniers de notre famille en Tunisie. Ce qui provoque toujours un peu d'insécurité, évidemment. Hein. Vous savez que les juifs... ils sentent bien tant qu'ils sont en nombre, et en tout cas tant qu'il y a une certaine partie de la population qui reste, ceux qui sont plus puissants, les élites, qui négocient pour eux. Quand ils sont les derniers à rester, là, ça commence un peu à les inquiéter. Donc, c'est le sentiment d'inquiétude, ça, je me souviens. Bien sûr, je me rappelle très bien qu'on ne parlait pas d'Israël, on ne prononçait pas le nom Israël, on ne prononçait pas le nom juif, on ne prononçait pas le mot arabe, enfin, plein de mots comme ça qu'on ne prononçait pas parce qu'il ne fallait pas... C'était des mots qui pouvaient susciter quelque chose, en tout cas, de la querelle, je dirais, voilà, de la querelle, voilà. Et enfin, il y a eu cette discussion entre mes parents dont je me souviens parfaitement, parce qu'en effet, ma mère ne voulait pas quitter la Tunisie sous aucun prétexte, et mon père sentait le vent tourner. Et ma mère ne pouvait envisager que de rejoindre le clan. Hein, c'est ça, en fait, qui les ont brisés, c'est la séparation des clans. Ils se sont retrouvés des familles dispersées alors que tout le monde vivait ensemble. Et le jour des émeutes, la question ne s'est plus posée. Parce que c'est la peur, finalement, là, à ce moment-là. Et c'est vraiment le seul mot que je peux trouver, c'est la peur, vraiment. C'est une peur, la peur au ventre. C'est vraiment, moi, je me rappelle très bien des émeutes. Hein.
Donc on parle des émeutes qui ont lieu en juin 1967. Est-ce que vous pouvez préciser ? 67, le 5 juin 67 précisément, je me rappelle parfaitement. Et encore, on a eu de la chance parce que en fait, ma mère a été prévenue qu'il y aurait des émeutes. Donc les émeutes n'étaient pas spontanées. Enfin, je l'ai dit à Cléo dans son documentaire. C'était préparé tout ça, c'était prémédité. Les magasins juifs avaient été marqués, etc. Et ma mère a été prévenue par des gens. Ma mère elle travaillait au groupe Drouot. Hein. C'était la plus grande assurance à Tunis. Et elle assurait toutes les voitures de tous les ministres, etc. Elle était devant le gouvernement tunisien. Donc, quelqu'un du gouvernement qui l'a prévenue en disant « Sors les enfants de l'école, il va y avoir des émeutes ». Donc, on a vu arriver la dame qui venait nous chercher plus tôt à l'école, nous sortir de l'école à l'heure du déjeuner, avant l'heure du déjeuner. Et on est rentré à la maison en courant. Je me rappelle très bien, les rues étaient vides. Donc, ça allait se préparer, on savait. Bon, en juin, c'est l'été déjà en Tunisie. Donc, à l'heure de la sieste, il n'y a pas grand monde. Mais en tout cas, moi, j'ai entendu les émeutiers. Hein, j'ai entendu le son de la foule qui est arrivée. Et tous les magasins juifs avaient été marqués. Donc, c'était vraiment un pogrom. Hein. Je suis désolée je sais que ça... C'est pas le mot qu'on emploie pour ces lieux-là d'habitude, mais c'était vraiment un pogrom. C'était un pogrom. Il n'y a pas eu de mort, hein. Mais c'est un vrai pogrom, parce que les magasins étaient marqués, parce qu'ils ont pillé, parce qu'ils ont menacé, parce qu'ils avaient des couteaux dans les mains. Et là, la question ne se pose plus. Et après, c'est après. Ma mère, l'arrachement, elle l'a toujours senti. Dépression, nostalgie, elle a détesté la France. Et mon père entre en colère et luttant contre une nostalgie parce qu'il ne pardonnait pas à son pays de l'avoir traité comme ça. Donc tu vois, j'ai vécu dans cette... à tel point que ces disputes chez moi, parce que c'était dur la manière dont les deux réagissaient, chacun à sa manière en dépression en vérité. Hein. Mon père en dépression pour la perte de statut, il s'est retrouvé à porter des barres de fer chez Tréfi-Métaux, enfin bref, l'appartement pourri, les gens qui essayaient de nous arnaquer pour les pas de porte, les juifs, hein. Et tout ça. Et ça a été affreux. Donc moi, je me rappelle de quelques années de dépression profonde de mes deux parents simultanément, un après l'autre, ensemble. Mais ma grand-mère était là comme pilier. Et moi, donc, du coup, j'ai oublié. J'ai barré ça de ma mémoire, complètement. Est-ce que vous avez seulement oublié ou est-ce que vous avez aussi... je vous ai entendu un jour raconter que jusqu'à une date récente, enfin plus très récente maintenant, mais vous aviez comme tourné le dos à la Tunisie, en tout cas vous ne l'envisagiez pas comme une destination où vous rendre, et que jusqu'à cette date où des amis tunisiens musulmans vous ont ramené en Tunisie, et depuis vous y faites des fréquents séjours, pendant une longue période de votre vie, vous n'envisagez plus la Tunisie. Est-ce que vous pensez que c'est les événements ou est-ce que c'est le poids de la tristesse de vos parents cette tristesse née de l'exil qui a provoqué ça ? C'est les deux. Mes parents se sont sentis trahis. Mon père a vu ses propres employés montrer notre maison aux émeutiers. Mes parents se sont sentis trahis. Ma mère s'est sentie doublement poignardée parce que ma mère, elle adorait la Tunisie, elle l'adore toujours, elle adorait les Tunisiens, parce que ma mère, elle frayait beaucoup avec les Tunisiens non juifs. Ma mère n'aimait pas les juifs de Tunisie. Tu vois, ma mère, elle avait un véritable rejet de cette communauté qui était tout à fait ségrégationniste, pour lesquels les pauvres, c'était vraiment de la sous-population, et les riches avaient droit à tout et les pauvres à rien. Ma mère, elle a vécu ça, elle était d'une famille pauvre, elle a détesté cette communauté juive. Par contre, elle adorait les Tunisiens. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Moi, mes amis tunisiens, justement les parents de Yassine Rdissi et tout ça, ma mère les adore. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais il y avait une espèce de... d'incapacité à retourner, parce que c'était la peur quand même qui prévalait, parce que quand même, quand tu vis à un vrai pogrom, parce que c'était un vrai pogrom, même s'il n'y a pas eu de mort, c'est compliqué de revenir. Mais j'ai eu à cœur quand même de les faire revenir, moi, mes parents. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et dans des conditions, je voulais que ce soit les meilleures conditions possibles, invitées par le gouvernement. J'ai voulu que mon père connaisse ça. Et quand on est arrivé à l'aéroport et qu'il a vu la limousine, il est mort de peur, il a cru qu'on venait nous arrêter. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Et il n'a pas compris qu'il était persona grata. Et il a dit au gouverneur de Tunis à l'époque, chez qui je l'ai fait recevoir à dîner, un petit comité, juste mes parents et lui. C'était un type formidable d'ailleurs. Il y a des gens très bien en Tunisie. Hein, quelqu'un qui s'appelait Monzor Fridji, qui était gouverneur de l'Arani. Alors il n'y en a plus de Tunis. C'est lui qui a fait rénover la synagogue à son époque, quand on a commencé le premier pèlerinage de Rabbi Haïtaïeb. Et il a dit à Monzor Fridji, je me rappelle très bien, sous le drapeau et sous
le portrait de Ben Ali et de Bourguiba. Monsieur, on m'a chassé de mon pays comme un voleur. Et il a dit, mais je vous remercie de me recevoir comme un prince. Cléo, je crois que votre grand-mère maternelle, Denise, qui est donc votre grand-mère tunisienne, puisque les parents de votre père sont issus d'Algérie, je crois qu'elle a quitté la Tunisie à peu près à la même période que Sonia, ou en tout cas suite aux émeutes de 1967. Est-ce que entendre Sonia, interroger Sonia pour la série, ça vous a aussi aidé à la comprendre elle, ou est-ce que c'est un récit que vous aviez déjà entendu chez elle et qui n'a juste fait écho, mais ça... Bon, Sonia, je le dis dans ma série, Sonia, c'est toutes les femmes de ma famille pour moi. Vraiment, c'est la même chose. Sauf qu'elle ne fait pas partie de ma famille, donc c'est plus simple de dialoguer avec elle. Mais non, il y a quelque chose de très familier dans à la fois sa colère et son amour pour ce pays, je pense. Et oui, c'est tout à fait le même genre de sentiment, je pense, qui a prévalu pendant des années. Le même genre de départ très traumatisant. La même amertume, mais en même temps une sorte de tendresse presque irrésistible pour les gens, pour les Tunisiens et les Tunisiennes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vu. Donc sinon, en fait, je veux dire, s'il y avait eu que de la colère et que du rejet, on ne serait pas là finalement. C'est-à-dire que cette tendresse et cet amour-là pour ces gens qui nous ressemblaient, je l'ai observé chez ma grand-mère tunisienne. Et c'était... on ne pouvait pas l'éviter, quoi. Ça se voyait. C'est-à-dire que même si elle le niait, ça se voyait. Donc. Si je peux ajouter quelque chose, je crois que, franchement, là, je crois qu'il y a pour nos parents, peut-être même pour moi d'ailleurs, un peu moins parce que maintenant j'y travaille, mais pour mes parents et ma famille entière, il y avait deux Tunisies. C'est pas la même. La Tunisie d'aujourd'hui n'est pas leur Tunisie. Il y a une totale séparation, même s'ils y retournent pour les pèlerinages, parce qu'ils ont besoin. Maintenant, la Tunisie, c'est un pays où on peut retourner, contrairement à d'autres pays, comme l'Algérie notamment, ou l'Égypte. Je ne parle même pas du Moyen-Orient. Mais ils y retournent parce que c'est la matrice. Hein, c'est vraiment, c'est le fœtus, quoi. C'est la matrice, c'est l'origine, c'est voilà. Puis c'est la famille, c'est les aïeux, c'est tout ce qu'on a laissé derrière. Mais ce n'est pas la même Tunisie. Et ils ont ce sentiment très fort qu'ils retournent en Tunisie, qui n'est pas leur Tunisie, mais une autre Tunisie. Il y a eu une cassure, je crois. Je pense qu'il y a eu une brisure qui est, qui ne s'est jamais guérie, jamais. Oui, parce que la Tunisie qu'ils ont quittée, c'était pas que la Tunisie des Juifs, c'était une Tunisie multiculturelle avec aussi des Siciliens, des Maltais. Et on a aussi entendu beaucoup chez des gens qui n'ont pas voulu revenir l'idée qu'ils ont quitté une Tunisie qui n'existe plus et ça leur ferait trop mal de retrouver de retrouver une Tunisie différente. J'aimerais maintenant aborder une question qui est centrale dans la série. On s'éloigne un petit peu, mais en fait, on reste toujours dans les mêmes questionnements, qui est celle de la langue. Donc de la langue arabe, la question de la réappropriation de la langue arabe, de sa transmission, de sa non-transmission. Et pour cela, je vais vous faire entendre un extrait de la série, un extrait du témoignage de Yohann Tayeb, qui aurait donc dû être là ce soir. Yohann Tayeb qui a cofondé avec vous, Jonas Sibony, le centre culturel d'Alala, et dont l'un des objets est justement l'enseignement de l'arabe à destination d'un public juif. Donc on écoute le témoignage de Yohann et ensuite on en discute. Apprendre l'arabe pour nous, c'est pas faire un pas vers l'autre, c'est pas ça, c'est faire un pas vers nous-mêmes en fait, c'est faire un pas vers notre propre part d'arabité avec beaucoup de guillemets, c'est un terme compliqué à manipuler. Et j'ai écrit sur un tout petit texte qui se trouve sur notre site et que j'ai intitulé « L'arabe est une langue juive ». C'est une formule un peu radicale, mais pour dire que l'arabe est une langue juive parce que c'est en arabe que le judaïsme s'est aussi épanoui, notamment au Moyen-Âge, et notamment autour de la figure de Maïmonide, mais pas seulement, qui a codifié le judaïsme, alors, en partie en hébreu, mais aussi beaucoup en arabe. Donc le judaïsme s'est épanoui en langue arabe, en plus d'avoir été la langue vernaculaire d'une grande partie des Juifs pendant de nombreux siècles. Jonas Sibony, donc vous êtes donc linguiste, spécialiste notamment du judéo-marocain, du judéo-arabe marocain. Je crois que apprendre l'arabe, c'est pas faire un pas vers l'autre, c'est faire un pas vers vous-même. C'est une phrase qui vous parle. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer brièvement ou nous rappeler ce qu'est le judéo-arabe ou les judéo-arabes, et ensuite nous raconter le cheminement personnel qui vous a mené à l'apprentissage de l'arabe et
et nous dire si cette maîtrise de l'arabe vous a aidé à trouver la juste place vis-à-vis de votre maghrébité. Je ne sais pas si c'est pertinent, si ça vous parle. Si, je crois que de toute façon, en identité, ce qui est important, c'est de trouver chacun ses mots pour se décrire. Donc pourquoi pas maghrébité, maghrébinité, alors, le judéo-arabe, c'est plein de choses différentes. En tout cas, ce dont parle Johan, c'est la langue, en tout cas dans sa forme littéraire, dans laquelle, effectivement, beaucoup de savants juifs médiévaux, comme il le dit très bien, pas qu'en Andalousie, hein, d'ailleurs ça a commencé plutôt en Mésopotamie, en Babylonie absolument, et énormément de textes fondateurs de la pensée rabbinique et de la pensée juive ont été pensés et écrits en langue arabe. Puis ensuite, dans les communautés juives arabophones, ces textes ont continué à vivre pendant des siècles. Maintenant, on appelle aussi judéo-arabe quelque chose en fait qui est assez différent, qui est les différents parlers arabes des communautés juives à l'époque moderne, qui ne descendent pas directement de cette langue littéraire dans laquelle on a les textes de Saadia Gaon ou de Maïmonide, mais qui reflètent plutôt toute la diversité dialectale de langue arabe qu'on peut trouver partout là où on a eu une communauté juive importante. Une vie juive, pour qu'il y ait une langue, il faut qu'il y ait une vie sociale, sinon il s'agit uniquement d'un artifice. Ce qui fait du judéo-arabe le judéo-arabe, c'est précisément que c'est la langue qui reflète la vie juive en langue arabe. Donc la vie juive de Marrakech, elle est reflétée dans sa vie de tous les jours, dans ses concepts, dans son imaginaire, dans ses sources, dans son histoire, par l'arabe tel qu'il est parlé par les juifs de Marrakech. À Tunis, il se passe la même chose, mais autour d'une identité et d'une histoire tunisoise qui est celle des juifs locaux. Donc ça, c'est ce qu'est le judéo-arabe. Donc il n'y a pas un ancêtre commun particulier d'une vieille langue judéo-arabe qui se serait diversifiée, mais plutôt partout là où on a une vie juive arabophone, une manière particulière de parler l'arabe. Intelligible par les noms. Absolument, absolument intelligible par les noms juifs et reconnaissable, les deux. Et sur votre cheminement personnel, qu'est-ce qui vous a mené à l'apprentissage de l'arabe? Je crois que vous étiez très jeune quand vous vous êtes intéressé. Oui, absolument. C'est pour ça que vraiment tout le travail de Cléo me parle beaucoup, parce que j'ai été, bien sûr, travailler exactement par le même questionnement. Cette identité qui n'est pas complètement... c'est pas qu'elle n'est pas assumée, c'est qu'elle est complexe et elle est brisée, cette identité. Une présence constante et en même temps... je ne sais pas si on peut vraiment parler de tabou, mais une non-identification quand même. Chez moi, on parlait tout le temps du Maroc, tout le temps. C'était et beaucoup sur de la nostalgie, sur de l'amour, du souvenir. Mais tous les Marocains non-juifs que je croisais là où je vivais en France ne semblaient pas complètement correspondre à cette histoire-là. Et surtout, ma famille m'expliquait que non, on n'a pas exactement la même histoire qu'eux. Donc à un moment, oui, j'ai eu une curiosité qui s'est mise en place. Dans mon enseignement religieux, tout le monde était d'Afrique du Nord, les gens se parlaient en arabe, j'étais dans le sud de la France, à Montpellier, les gens étaient beaucoup algériens, beaucoup d'Oranais, de Constantinois, et j'ai eu envie de me l'approprier, et petit à petit je me suis rendu compte que de toute façon l'héritage n'avait pas eu lieu, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas transmis cette langue-là, je suis allé vers cette langue-là, peut-être dans une envie de reconnecter avec quelque chose qui est forcément différent de ce qu'ont vécu, mes parents et mes grands-parents. Et c'est peut-être justement plus j'évolue dans le monde arabe, dans le monde de la langue arabe, plus je comprends l'histoire de mes grands-parents. Cléo, cette question vous travaillez aussi. Dans votre film, déjà, on vous voyait avec votre grand-mère Denise, votre grand-mère tunisienne, donc en train de lui demander de vous apprendre des mots d'arabe. Je crois que ce qui vous travaille, c'est aussi la non-transmission de cette langue dans votre cas. Est-ce que, depuis votre réinstallation à Tunis, enfin votre installation à Tunis plutôt, est-ce que j'imagine que ça vous travaille d'autant plus et voilà, quel est votre niveau d'arabe actuel? Est-ce que vous avez évolué depuis le film? Je répondrai en français si vous me le permettez, mais oui, en fait, quand j'ai rencontré la bande de Dalala, qui sont tous plus impressionnants les uns que les autres et les unes que les autres, en fait, j'ai été vraiment fascinée par eux parce que je me suis dit, mais en fait, ils ont tout compris. En fait, c'est par là que ça... C'est-à-dire que moi, le sentiment, la béance que je ressens, c'est probablement, s'ils ont ressenti la même, c'est probablement en allant vers la langue qu'ils l'ont comblée, en fait. Et je crois, enfin, moi, pour ma part, j'estime que c'est un avis personnel, mais que choisir de ne pas transmettre, dans le cas de ma famille tunisienne qui parlait très bien l'arabe, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Enfin, voilà, ça nous a coupé d'une richesse immense.
Et me retrouver voilà, dans les locaux un peu vétustes de l'école Bourguiba à Tunis pour laborieusement essayer d'apprendre le dialecte tunisien, ça me tient à cœur. Et en même temps, j'ai toujours ce truc de me dire mais c'est tellement dommage en fait. Cette langue-là, j'aurais pu la parler, j'aurais dû la parler, j'aurais pu la parler. Et donc, effectivement, je crois que ça passe aussi par là. Mais ça, je l'ai compris principalement grâce à eux. C'est-à-dire que j'avais l'intuition. Il y avait quelque chose avec la langue, toujours. On a demandé à notre grand-mère de nous parler arabe et tout ça. C'était quand même une sonorité qu'on entendait. Mais le fantasme de la maîtriser, je pense que c'est aussi, effectivement, par une autre porte, se rattacher à cette histoire. Voilà. Et soi-même, potentiellement... pouvoir la transmettre à nouveau. C'est-à-dire que peut-être il y a eu un arrêt dans la transmission de cette langue, mais peut-être ça peut recommencer aussi. On espère. Je nuance juste que vous l'ayez ressenti comme ça, je le comprends, que la non-transmission soit vécue comme une violence. Mais on en parlait aussi. C'est vrai que dans le livre de Paul Sebag sur l'histoire des Juifs de Tunisie, il décrit très bien comment la perte de la langue arabe, elle s'était faite dès la Tunisie. Avec l'enseignement scolaire français, donc alors à l'exception des communautés du sud tunisien, Djerba, Gabès voilà, mais à Tunis en particulier, même dans les familles pauvres, la scolarisation dans les écoles publiques ou des écoles de l'Alliance avait fait que l'arabe qu'on continuait de parler, c'était l'arabe du quotidien, du marché, de la vie quotidienne, mais la perte de vocabulaire avait déjà commencé. Et du coup, génération en génération, forcément, disons qu'il n'y a pas forcément une volonté délibérée de ne pas transmettre, mais... Alors, je pense quand même, pour préciser en fait, pour moi, c'est quelque chose que j'attribue pas seulement aux familles juives, c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on observe. De toute façon, avec l'immigration, le choix de faire du français une langue exclusive, alors qu'on peut avoir 2 langues à la maison ou plusieurs langues à la maison, pour moi, ça fait quand même partie d'une intégration quand même d'une idée assimilationniste coloniale, quoi, ou post-coloniale, qui est quand même de choisir de parler le français exclusivement, évidemment pour favoriser plein de choses pour les générations d'après, l'intégration et tout ça. Mais il me semble, enfin en tout cas moi avec des amis qui sont aussi issus de familles musulmanes, d'avoir ressenti cette même douleur à ne pas pouvoir parler avec nos grands-parents, par exemple, la langue, ils parlent très bien le français, mais pouvoir aussi parler l'arabe avec eux. Sonia, on pourrait parler, peut-être qu'on en reparlera, mais sur la langue, vous avez des choses à dire, et notamment sur le judéo-arabe et sur le judéo-arabe des épitaphes, des tombes du Borgel. Mais... C'était la photo d'une époque et de ce que c'était la culture des Juifs de Tunisie et leur degré d'intégration à la culture locale. Le fait qu'on ait en Tunisie des épitaphes qui sont des poésies funéraires en langue arabe, en judéo-arabe, c'est-à-dire en langue arabe et en caractères hébreux, mais d'un très haut niveau de langue, qui emprunte à la poésie islamique, à la poésie hébraïque médiévale, c'est le miroir de ce qu'a été la culture des Juifs du monde arabe, qui était une culture très élevée, même en langue arabe. Le fait de parler l'arabe, ce n'était pas forcément le signe qu'on était d'une société, d'une catégorie pauvre, inculte, etc. C'est devenu le cas quand les Français sont arrivés, en effet, et quand l'Alliance a sorti les Juifs, il faut aussi attribuer à l'Alliance qu'il faut attribuer, a sorti les Juifs du ghetto, de la Hara, où finalement, en plus en Tunisie, on a eu cette espèce de dichotomie entre les Livournais qui étaient occidentalisés et qui étaient plus riches, et qui, eux, étaient européanisés même par leur langue et qui ne parlaient pas l'arabe du tout, qui pouvaient parler l'italien, parfois le portugais, mais certainement pas l'arabe, et le français en tout cas. Et puis finalement, on a eu cette espèce de caricature que tous ceux qui parlaient l'arabe, c'était ceux qui étaient des sauvages, des barbares, des autochtones. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est arrivé beaucoup avec l'œuvre de l'Alliance, qui a eu des choses à mettre à son tableau, mais qui a aussi finalement entraîné une espèce de mépris pour cette langue et cette culture magnifique qui était la culture judéo-arabe de ces Juifs jusqu'à la fin du 19e siècle. Bon, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que dans les familles, par exemple, si on était resté en Tunisie, regarde, prends ma soeur, mon frère et moi, nous, on comprenait parfaitement la langue de nos grands-parents. Nos parents et nos grands-parents parlaient ensemble en arabe, et on les comprend très bien.
Et on les comprend. Et ma sœur, encore, maintenant, je la vois parler de temps en temps comme ça, avec des mots arabes, mais on n'est plus capable parce que la pratique ne s'est pas suivie en France. En revanche, moi, j'ai pris arabe en 3e langue au lycée, j'ai fait un bac arabe et j'ai fait une maîtrise d'arabe. Alors que je suis arrivée à 11 ans en France. Moi, j'ai pas coupé. Donc le blackout n'était pas total, même si vous aviez... Non, parce qu'à Tunis, on nous a mis l'arabe obligatoire, ce qui était quand même un comble. En Tunisie, on a été obligé d'imposer l'arabe parce que personne n'apprenait l'arabe à l'école, avec enfin en 66, je crois, hein, 66. Moi, j'avais commencé à apprendre l'arabe comme tous les juifs avec des profs privés parce que nos parents s'étaient fait fort qu'on ne parle que le français. Et d'un seul coup, l'arabe devenait obligatoire à l'école. Et quand je suis arrivée en France, comme on était beaucoup plus doués que les Français, excusez-moi de le dire, nous les Tunisiens, on avait, mais oui, on avait un niveau à l'école bien meilleur que les autres. Donc on apprenait des choses en plus, on avait le droit de faire des matières en plus. Et moi, j'avais pris l'arabe en plus. Mais j'ai fait de l'arabe, en fait, j'ai appris l'arabe avant l'hébreu, tu vois. Mais parce que moi, j'ai vécu ce que vous n'avez pas vécu, parce que je suis plus âgée que vous. Et moi, j'ai vécu, et pour moi, l'arabe, c'est aussi ma maison culturelle. Pour l'importance de se réapproprier la langue, je rappelle quand même que Yohann Tayeb, dans la série, dit aussi qu'il a dû passer par un début de psychanalyse. Donc l'apprentissage de la langue, c'est très important, mais ça remplace pas tout. Pour aborder un autre sujet, celui de l'identification et des termes choisis, je voudrais vous faire à nouveau entendre un extrait du témoignage de Sarah, et qui répond cette fois-ci directement à une question que vous lui posez, qu'on va entendre tout de suite. Si je dis que je me sens juive arabe, est-ce que tu comprends? C'est marrant de dire juif arabe. Moi, je dirais juive tunisienne, c'est-à-dire que je suis juive et je suis aussi tunisienne, c'est-à-dire que mon cœur appartient aux deux. Arabe, c'est trop vaste, ça veut dire que je serais moins proche d'un arabe marocain que d'un arabe tunisien. Alors, dans le témoignage de Yohann Tayeb qu'on a entendu précédemment, il disait mettre beaucoup de guillemets au mot arabité. Vous, Cléo, vous faites le choix de vous revendiquer, de vous affirmer juive arabe, tout en étant consciente, me semble-t-il, que les juifs d'Afrique du Nord ne se disaient pas et ne se pensaient pas arabes, et que les musulmans d'Afrique du Nord ne les considéraient pas comme des arabes. Et du reste, on peut très bien être maghrébin sans être arabe. Et pour les berbères du Maroc ou d'Algérie, c'est même, c'est même une revendication importante de pouvoir se dire berbère, chleu, kabyle, et sans que ce soit du tout un reniement de une honte de leur arabité. Pourquoi, malgré la connaissance de tout ça, ce choix du terme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous choisissez de mettre dans ce terme de juif arabe, Oui, alors de toute façon, le terme arabité ou le mot arabe, il pose un peu problème à tout le monde. Enfin, qu'on soit juif ou pas juif, je veux dire, c'est un terme extrêmement polémique. Disons que si j'avais écrit une thèse, je l'aurais probablement pas appelée juive arabe, mais faisant là un format qui est un truc de vulgarisation, on ne peut pas tout dire. Ce qui m'a intéressée dans le choix de ces deux mots, c'est que quand on vient de France, enfin en tout cas moi, étant française ayant grandi en France, c'est deux termes qui frottent en fait. C'est deux termes qui ne sont pas censés être collés, les juifs et les arabes. Moi j'ai toujours entendu toute ma vie les juifs et les arabes, mais pas venant que des juifs ou pas venant que des musulmans, venant de la société entière. C'est deux groupes qui sont censés être opposés, donc par un glissement qui désigne par les arabes les musulmans en fait. Et donc pour moi, accoler ces deux termes, c'était intéressant parce que pour moi ça suscite, ça peut déranger, ça peut poser question. Par ailleurs, il y a aussi le fait que la langue arabe, pour moi, en fait, c'est-à-dire que mon émotion, quand j'entends de l'arabe, c'est pas seulement mon émotion avec le dialecte tunisien, c'est une émotion dans la musique arabe en général. Voilà. Et pour moi, ça dit aussi une familiarité en général avec les gens qui sont issus des mondes arabes ou comme on veut l'appeler. Et je parle dans la série de ce terme de Pierre-Jean Le Foll-Luciani, qui est un chercheur qui a écrit sur les juifs algériens engagés dans le FLN, qui dit en fait que plutôt que les identités, il préfère parler d'identification, parce que l'identification, c'est une manière de faire sien les uns ou les autres, et de donc redéfinir les camps, de dire qui sont nous et qui sont eux. Et je trouve qu'en disant juive arabe, ça floute en fait ces camps-là. Ça veut dire en fait, mon camp, c'est pas que les juifs, c'est pas que les arabes. Mon camp, il est à découvrir. Il est plus complexe que ça.
Voilà. Jonas Sibony, vous qui êtes linguiste, est-ce que cette question des termes, elle vous a traversé? C'est une énorme question. Hein. Je suis vraiment assez d'accord avec tout ce que dit Cléo. Et aussi avec ce que dit Johan. Sauf que j'aurais pas mis de guillemets à arabité. J'en aurais mis effectivement un juif arabe. Arabité, non, parce que pour moi, c'est vraiment un sentiment culturel de connexion. Et dans arabité, il y a quelque chose justement de moins affirmé, de moins identitaire et de moins polarisé que dans arabe. Là où je rejoins complètement Cléo, c'est sur le recul historique sur le fait que juif arabe, c'est une identité qui n'a pas été vécue comme telle par les juifs d'Afrique du Nord, ni par eux, ni par les non-juifs. Mais ce n'est pas une impossibilité absolue non plus. Ça a par contre complètement existé en Irak, en Syrie, au Liban, où justement, au 19e et au 20e siècle, est née, où s'est renforcée cette arabité, l'identité arabe, très fortement. Et beaucoup d'intellectuels juifs ont participé à la reconstruction, à la construction de cette identité, au-delà de la culture arabe et de l'arabité et de la langue arabe. Donc c'est un peu une autre question pour moi. Mais pour l'identité, pour moi, ce qui est toujours très important, c'est de se dire qu'en fait, il faudrait théoriquement une liberté totale. Si quelqu'un a envie de se dire juif arabe, s'il le ressent comme tel, de quel droit est-ce qu'on peut lui dire qu'il se trompe ou qu'il a raison, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup opposé au départ à certaines personnes de ma famille, des générations plus âgées là-dessus. J'avais comme ça une idée comme quoi ils se trompaient quelque part. Et ensuite, et c'est là que je vais faire le lien avec la langue, j'y arrive, c'est exactement comme la langue et comme en linguistique, l'identité, c'est-à-dire qu'on ne se trompe pas sur son identité. On est ce qu'on pense être, ce qu'on ressent être, et c'est vraiment le résultat de plein de facteurs, effectivement un peu d'histoire, mais l'identité, ce n'est pas un test ADN, il n'y a pas de vérité sur l'identité. Les identités bougent d'une époque à l'autre, d'une génération à l'autre, d'un genre à l'autre. Tout ça est complètement... continuellement en mouvement, et il y a un grand nombre de critères, ce qu'on ressent nous, ce que ressentent les autres, ce que nous dit l'État, ce que nous dit notre société, notre religion, notre langue, ça en fait partie évidemment aussi, mais c'est tout ça ensemble qui à un moment va faire qu'on pense ou qu'on ressent appartenir à un groupe plutôt qu'à un autre. Et surtout, on peut appartenir à plusieurs groupes. Et bon, forcément, on se met aussi des hiérarchies sur qu'est-ce qui vient avant quoi. Mais au niveau linguistique, il y a quelque chose de similaire, justement, sur la manière dont les gens ont vécu leur propre arabité linguistique. Regardez, on a commencé cette discussion en parlant de judéo-arabe, et en fait, dès que les gens se mettent à parler, ils parlent de langue arabe. L'expression judéo-arabe, elle est tardive dans l'histoire des parlers arabes des communautés juives. Moi, je l'ai entendu tardivement dans ma famille. Les gens parlaient de la langue arabe, de l'arabe. Alors effectivement, au Maroc, d'ailleurs, les gens disaient qu'ils parlaient l'arabe du Mellah, puisque c'était ça la réalité sociolinguistique. Ils parlaient la langue de leur quartier, l'arabia del Mellah. Parfois, ils disaient l'arabia dielna, notre arabe à nous, parce qu'effectivement, il y a quand même quelques singularités. Les musulmans disaient l'arabia de l'Ehud, l'arabe des juifs. Donc c'était ce type de distinction-là. Mais je ressens aussi dans l'appellation judéo-arabe une forme de gêne à dire directement qu'il s'agit bien de langue arabe. C'est pas tant une gêne, c'est qu'on sent qu'il y a une distance qui a été posée. Et bon, il y a aussi un calque avec d'autres expressions, judéo-espagnol, judéo-farsi, etc. Mais il y a quand même l'idée, moi je le vois chez mes étudiants, il y a une déconstruction vraiment de ce rapport à la langue, avec l'idée qu'en fait on parlait autre chose que de l'arabe. Les gens sont persuadés par exemple qu'ils parlaient un mélange d'arabe et d'hébreu. Ce qui est pas, ça dépend ce qu'on entend par un mélange, mais concrètement il s'agit de langue arabe avec des emprunts lexicaux pour des raisons culturelles à l'hébreu. Et juste pour terminer sur arabe, juif arabe ou autre, par contre, ce qui était très courant, et ça moi je le vois surtout dans les textes juifs du 19e siècle et du début du 20e siècle, l'identification comme juif, elle est absolue. C'est vraiment lihoud, lihoudi. Et quand on veut parler des non-juifs, alors on peut dire goy, d'ailleurs c'est un terme qui existait, mais en général on dit les musulmans. C'est pas le terme arabe qui est maintenu. Et quand on dit l'arabe, on parle des bédouins. C'est très particulier. Et petit à petit, le glissement s'est fait, le glissement sémantique tel qu'on le connaît, pas que chez les juifs, chez tout le monde. Non, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il faut préciser quand même, quand on parle de judéo-arabe, c'est parce que c'est une langue qui s'écrit avec des caractères hébreux quand même. C'est quand même pas rien. C'est la base même. Je veux dire, pourquoi c'est une langue différente? À la limite qu'il y ait des mots hébreux dans la langue arabe que parlaient les juifs
comme il y avait des mots français et italiens à une certaine période, comme il y avait des mots empruntés à d'autres langues locales, la spécificité des judéo-langues, puisqu'on parle des judéo-langues et du judéo-arabe en particulier, c'est que ça se véhicule qu'avec des caractères hébreux. Ça veut donc dire que ce n'était lisible, ces textes-là, cette littérature-là, n'était lisible que par ceux qui savaient lire les caractères hébreux, autrement dit les juifs. Il y a un truc, absolument, complètement raison, mais c'est pas la langue, c'est la littérature et c'est la culture et c'est autre chose. Non, je ne suis pas d'accord, parce que je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Parce que les journaux, c'est de la langue populaire. Il y avait des journaux en judéo-arabe aussi. C'est pas que de la littérature. Non, la langue des journaux, pour moi, c'est pas la littérature. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais la langue a une histoire et une vie qui est indépendante de sa codification à l'écrit, de sa littérature. Il peut y avoir une langue qui ne s'écrit pas. Donc vous avez raison, je pense vraiment que l'attribution au judéo-arabe, il y a aussi une connexion qui est faite avec le judéo-arabe médiéval, avec les textes et la littérature, c'est fondamental. Non, complètement d'accord avec vous. Et oui. La presse, bien sûr. Non, la presse, mais ça, à la limite, ça m'importe peu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une spécificité. Le fait qu'elle ne s'écrive qu'en caractères hébreux, sinon ça ne serait pas de la langue... ça ne serait pas de la judéo-langue, ça serait de l'arabe avec quelques termes dedans d'hébreu. Est-ce que c'est encore de la judéo-langue? Oui. Je pense que oui. On a entendu vos deux avis. Je voudrais aborder une autre facette qui est explorée dans la série et qui est très importante. Et pour ce faire, entendre une personne qui, je crois, a été très importante pour vous, Cléo, dès votre premier voyage à Tunis et depuis, c'est Moshe Uzan, qui est donc l'adjoint du grand rabbin de Tunis, Rabbi Haim Bitan, qui fait un travail incroyable de sauvegarde du patrimoine juif tunisien, notamment des archives du rabbinat, donc des archives des communautés tunisiennes et livournaises. Et il nous parle dans cet extrait de l'absence de traces, la disparition des traces de la longue présence juive à Tunis en l'occurrence, mais en Tunisie en général, et dans la mémoire collective, dans l'enseignement. Donc on l'écoute. En Tunisie, très peu de gens savent à quel point il y avait de juifs en Tunisie, à quel point ils étaient à tous les strates de la société, riches, pauvres, avocats, médecins, etc., sportifs. Le fait que cette histoire ne soit pas enseignée, on a l'impression que les gens vous considèrent comme un étranger, comme si on venait d'arriver. Sauf que non, les juifs tunisiens sont là depuis... on a des traces archéologiques de la présence des juifs en Tunisie depuis le 5e siècle. Pour moi, sauvegarder ce patrimoine, ça aide la communauté, ça aide les descendants de la communauté, et ça aide aussi les juifs tunisiens à être plus ouverts. Et les Tunisiens en général à être plus ouverts, le fait de savoir que voilà, cette minorité est un peu partout. Quand tu vas à la Hafsaya, qui était le quartier juif de Tunis depuis des siècles, il n'y a quasiment plus aucune trace de cette présence. Le cimetière de l'avenue de Londres, il n'y a aucune trace qui dit que c'était le cimetière juif. Et c'est pour ça que nous, on a ce devoir-là de le partager, de le faire connaître. À Tunis, il y avait en 1960, Tunis et banlieue, il y avait plus de 60 000 juifs, c'est énorme. Aujourd'hui, on est moins de 200, peut-être moins de 300. Alors, on avait reçu Moshe ici même avec Sonia pour une rencontre en hommage à Albert Memmi. Donc, j'ajoute au passage que Moshe Uzan est l'une des personnes les plus sympathiques sur Terre. Et je sais que c'est des questions, vous, Sonia, qui vous préoccupent vraiment grandement. Donc, je vais vous demander d'être concise parce que la question, il y a beaucoup de choses dans le témoignage de Moshe. Il y a l'enseignement de l'histoire de la présence juive en Tunisie dans les manuels scolaires tunisien, il y a les sites, le cimetière de l'avenue de Londres, la Hafsia, l'ancienne Hara de Tunis. Il y a aussi dans la série la synagogue de Kelibia qui est évoquée, puisque Moshe vous raconte, Cléo, que c'est lui qui a dû appeler l'UNESCO pour demander à ce que le site soit classé, puisque au regard de l'État tunisien, la synagogue antique de Kelibia n'est qu'un site antique parmi d'autres, alors que du point de vue de l'histoire de la présence juive en Tunisie, c'est fondamental. Sonia, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, deux mots de ces questions? Moi, ça fait des années que je vais en Tunisie, à l'époque invité par Ben Ali, et chaque année, je me battais avec le ministre, le responsable de la chaire Ben Ali ou le ministre de l'Éducation pour lui dire « Mais quand est-ce que vous insérez l'histoire de vos minorités dans vos livres d'histoire ?» Et chaque année, on me répétait « C'est en gestation ». Je peux vous dire que c'est toujours en gestation. Je ne sais même pas si aujourd'hui c'est encore à l'ordre du jour.
Mais quand même, ils ont exposé, il me semble, tout à fait récemment, des pierres tombales qui ont été saisies, parce que des voleurs les avaient volées, je ne sais pas où, et ils les ont quand même exposées à Carthage. Donc c'est une des rares fois, des pierres tombales juives, hein, où on expose. Alors que ces mêmes pierres tombales, enfin les autres, celles qui n'ont pas disparu, donc on croyait être disparues. Celle du cimetière de l'avenue de Londres. Celle de l'avenue de Londres, par hasard, j'ai appris, en aidant une thésarde tunisienne, qu'elles étaient conservées dans les réserves du musée de Carthage. Personne ne le savait, c'est pas inventorié nulle part. Toutes n'ont pas disparu. C'est quand même des tombes du début du XVIIIe. Très importantes, parce que comme j'ai corrigé sa thèse, j'ai pu voir. Donc il y a un déni réellement. Je pense que c'est toujours pareil, je l'ai déjà dit, je crois, la Tunisie veut s'inventer un passé totalement arabo-musulman. Il y a trop de traces juives, il y a un problème de recherche d'identité, où ils n'ont pas encore trouvé ils n'ont pas trouvé leur voie encore, les Tunisiens. Jonas, j'ai le sentiment que la situation elle est un peu différente au Maroc. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Il y a des ingrédients similaires, mais effectivement, il n'y a pas cette même... comment dire l'État marocain, en tout cas, et une partie de la population assez importante n'a pas du tout peur de ce passé, de cette pluralité. Pour plusieurs raisons, j'ai certaines idées. L'État, de toute façon, marocain se sent moins arabe et ça a un rôle très... il se sent beaucoup plus loin, d'ailleurs, hein, du Moyen-Orient, et même sa langue, encore une fois, sa langue est plus éloignée de celle des autres arabophones. Il y a une minorité berbère qui n'est pas une minorité, qui est historiquement une large majorité et qui aujourd'hui est toujours très importante, et une histoire juive dont les gens sont d'ailleurs assez souvent assez fiers aussi, parce que je pense que le Maroc est plus en contact, peut-être que, pas encore que, de par sa position géographique aussi, historiquement, plus en contact avec l'Occident. Et il y a aussi un côté de, regardez, nous aussi on a une société multiple et on a des minorités, et chaque minorité a vraiment sa part dans... pas seulement en vitrine, mais dans l'histoire de notre pays. Ce qui est vrai en Tunisie aussi, et c'est ça qui est terrible, c'est que voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque côté tunisien. Après, au Maroc, tout n'est pas beau non plus, hein. Il y a aussi des tensions, il y a aussi le même type de difficultés qui peuvent exister. Mais la grande différence, c'est que l'État marocain n'est pas là-dedans. Toujours au sujet de la transmission de cette histoire, Cléo, dans la série, vous interrogez notamment Gilda Spezzikino, qui vit à Tunis et qui fait partie de l'association Nous Tous, une association qui promeut donc l'enseignement justement de la richesse et de la diversité culturelle de l'histoire tunisienne. Et c'est une association qui avait organisé en novembre dernier, je crois, à la Bibliothèque nationale de Tunis, un colloque qui s'intitulait Faire parler les langues oubliées, un colloque auquel vous étiez invité, Jonas, à intervenir justement pour une contribution sur le judéo-arabe, et auquel vous assistiez, Cléo, donc, dans le public. Et il y a eu un colloque qui a été perturbé par un incident. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Jonas et Cléo, enfin Jonas, ce qui s'est passé, Cléo? Non mais vas-y. Enfin, moi, je peux raconter en quelques mots. Oui, le colloque a été bloqué pendant 2 heures parce qu'une bande peut-être d'une dizaine de personnes très en colère refusaient qu'il se tienne au prétexte que, en gros, les Berbères n'existaient pas, les Juifs, la Tunisie n'avait jamais eu de population berbère, n'avait jamais eu de population juive, la Tunisie était arabe et seulement arabe. C'était un groupe de fachos, quoi. Enfin, voilà, qui a empêché le colloque de se tenir. Et ce qui était, pour moi, très douloureux, c'est que ce colloque était organisé par des Tunisiens et des Tunisiennes, en majorité musulmans-musulmanes, et qui étaient extrêmement désemparés. Voilà. Et je pense que c'est pas... Enfin... Moi, je veux dire, cet événement, c'est pas représentatif de la Tunisie, c'est représentatif de ce qui existe aussi, c'est-à-dire des fachos, qui pensent que l'identité peut être pure ou qu'elle peut être, ce qui est d'autant plus absurde dans un pays comme la Tunisie où la pureté de l'identité comme la pureté de la langue est pas vraiment imaginable quand on connaît un peu l'histoire. C'était des gens qui niaient l'histoire, en fait, voilà, et qui
voilà. Finalement, le colloque a pu se tenir, mais après 2 heures de quand même grand désespoir de notre côté, parce que c'était impossible de les faire partir. Il faut quand même que j'ajoute quelque chose. Tu dis que c'est pas la Tunisie, mais si, c'est la Tunisie. Parce qu'il y a quelques années, à la mort de M. Sebag, quelqu'un a eu l'idée géniale de faire don de sa bibliothèque à la bibliothèque de l'université tunisienne. Et il y a eu le même genre d'émeute. En disant qu'on ne voulait pas de la bibliothèque de ce sioniste, de ce communiste, de ce juif, de ceci, cela. Et ça a été un véritable drame. On a dû extirper les gens qui étaient là pour cette donation par la police, à l'arrière de la fac, etc. Et les gens qui étaient là ont témoigné, ils ont eu très peur. Donc c'est aussi ça la Tunisie en ce moment. Voilà. Oui, c'est pas la Tunisie, c'est aussi la Tunisie. C'est pas l'apanage de la Tunisie d'avoir des gens qui s'inventent une identité nationale pure. Et c'est vrai, de ce qu'on voit sur les vidéos, on a aussi le sentiment que ils étaient surtout remontés contre le judéo-arabe et contre les sionistes, ce qu'ils appelaient les sionistes, et que pour eux, la berbérité, c'est une invention sioniste. Voilà. Donc Jonas, je ne sais pas si tu veux témoigner aussi. Oui, après, vraiment, Cléo a complètement raison. C'est-à-dire que le colloque lui-même était aussi organisé par des Tunisiens. Donc on choisit aussi qu'est-ce que nous, on va identifier comme c'est ça la Tunisie. Oui, non, c'était très violent. C'était très violent. Au début, il y a eu un tout petit vernis antisioniste sur non à la normalisation, non au sioniste, et puis après, ça a dérapé complètement sur des trucs très, très antisémites, hein, non au judaïsme, très clairement. Les juifs n'ont pas leur place en Tunisie. Ce qui est assez paradoxal avec un discours antisioniste, et qui s'en prenait directement aussi à des organisatrices qui étaient des femmes. Il y a quelque chose de très misogyne qui était là aussi, qui était en place à ce moment-là, évidemment, enfin tout ça va ensemble. Et puis des absurdités complètement folles, telles qu'il s'agit du complot sioniste pour asservir le bon peuple, le vrai peuple tunisien, la religion de la Shoah, il y a eu ça aussi. La berbérité est une invention des colons français. Voilà, c'était vraiment du délire. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y avait aussi 200 personnes dans la salle qui n'ont pas bougé, qui se sont opposées aussi, qui ont refusé de partir. Et toute l'équipe de la Bibliothèque nationale de Tunisie, qui était à ce moment-là en train d'organiser une superbe exposition sur la presse d'ailleurs et sur la littérature judéo-tunisienne. Donc les deux sont la Tunisie, vraiment. Je voudrais maintenant vous faire écouter un nouvel extrait de la série. Cette fois-ci, c'est vous, Cléo, qui parlez et qui parlez de votre soif de Tunis. C'est sûrement parce que c'est un territoire avec lequel ma famille a coupé si brutalement, si radicalement, qu'il me fascine autant et que j'en ai autant soif de Tunis. Le manque, le silence ou l'excès d'histoire, la nostalgie au fond des yeux et la langue qu'on entend sans la comprendre, ont nourri toutes ces années ce désir et aujourd'hui, je me remplis encore de ça, ce sentiment de vivre quelque chose d'extraordinaire en étant là-bas, d'opérer un mouvement inouï, à contre-courant. Celles qui, comme moi, ont fréquenté Tunis et la fréquentent, ou ont carrément décidé de s'y installer, partagent bon nombre de mes émotions. En elles, j'ai aussi trouvé des sœurs, autant que moi travaillées par toutes ces interrogations, tiraillées par le désir de se réemparer de nos histoires, de nos vies, et par ce geste de réparer quelque chose de l'histoire familiale. Alors c'est un extrait très fort qui dit beaucoup de choses, qui dit donc votre soif de Tunis naît du manque, qui dit aussi les alliés que vous avez trouvés là-bas. Je vais citer notamment Margot Fitoussi, qu'on avait reçue ici même pour l'hommage à Albert Memmi, Myriam Levin, que beaucoup d'entre vous doivent connaître via son compte Instagram Stéthune, qui partage énormément de choses sur les Juifs de Tunisie, mais aussi Daphné Ben Baron. Ça dit aussi cette envie de réparer quelque chose de votre histoire familiale. Alors, je voulais vous demander, depuis que qu'est-ce que cette installation à Tunis a produit chez vous, sur vous, et aussi ce qu'elle a produit au sein de votre famille, chez vos parents et chez vos grands-mères. En tout cas, je sais que je crois savoir que votre grand-mère tunisienne Denise, dont on parle beaucoup, qui n'avait jamais, je crois, qui n'était jamais retournée en Tunisie depuis son départ, vous y a rejoint pour un séjour. Est-ce que vous pouvez à la fois nous raconter ce séjour et est-ce que toute cette quête produit dans votre famille ? En fait, oui, pour faire le lien aussi avec cette histoire de colloque, je pense que parmi ce désir qui nous anime pour beaucoup d'entre nous, donc Myriam qui est là, qui a un peu été ma grande sœur dans l'histoire, parce que c'est vraiment elle qui m'a ouvert la voie, et toutes les autres que vous avez citées,
et comme cette série et comme le film, c'est aussi quelque chose qui est dirigé vers ces pays-là. C'est pas seulement adressé à la France, c'est aussi adressé à la Tunisie, à l'Algérie, au Maroc. C'est-à-dire que en s'installant là-bas, c'est aussi une manière de dire aux Tunisiens, aux Tunisiennes qu'on fréquente quotidiennement, qu'on adore, avec qui on vit, voilà, que nous aussi on fait partie de la diaspora et que s'ils sont étonnés parce qu'on a tellement de choses en commun, il n'y a pas lieu d'être étonné parce qu'en fait, pour nous aussi c'est un étonnement, enfin, voilà, parce qu'on le découvre, mais en fait on est très semblables et moi je sens aussi que c'est quelque chose qui est aussi dirigé vers eux, vers tous ces gens là-bas avec qui voilà, j'aurais peut-être dû, ou enfin je sais pas, dans ce pays dans lequel j'aurais pu en tout cas naître ou grandir. Par rapport à ce que ça produit dans ma famille, donc là je parle en présence de mes 2 parents, donc voilà, Bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Non, je pense que non, bah bon, je vais pas mentir, je vais pas chercher leur regard parce que ça va me perturber, mais non, ils étaient pas très contents. Enfin, voilà, et mes parents ne sont pas très contents. Ma grand-mère était très inquiète. Cela dit, je pense qu'avec le temps, il y a quelque chose qu'ils comprennent de ça, parce qu'en fait, ça vient quand même d'eux, c'est quand même de leur faute, globalement, si je suis là-bas. C'est aussi un geste vers eux, enfin, c'est-à-dire que même s'ils le prennent contre eux, parce que pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas du tout instinctif, de faire ce chemin à l'envers, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui devient audible de plus en plus. Et c'est aussi ce qui est devenu audible, je pense, pour ma grand-mère, qui est venue vraiment pour me faire plaisir, parce qu'elle crevait de peur, littéralement, vraiment, et elle a vraiment pris sur elle pour prendre cet avion. Mais en même temps, la dernière phrase qu'elle m'a dit avant de prendre l'avion, avant de rentrer en France, elle m'a dit, franchement, ça m'a un peu enlevé l'angoisse. Et je me suis dit, bon, bah, c'est déjà ça. Si on peut juste envisager de fréquenter ce pays, juste de le compter parmi les possibles, parce qu'il y a plein de choses magnifiques en Tunisie, on le sait. Enfin, voilà. Si on peut le recompter parmi les possibles, ce sera déjà une petite victoire. Faire comprendre que ça peut être parmi les possibilités. Et moi, enfin, voilà, ce texte qu'on a entendu, je l'ai écrit quand même il y a un bout de temps, mais je me lasse pas, en fait. C'est-à-dire qu'en étant là-bas, j'ai toujours un sentiment d'émerveillement. Parce qu'à la fois, il y a ce truc, effectivement, de contresens, que j'ai grandi en France avec un passeport français, avec beaucoup de privilèges. Et en fait, je retourne vers le pays que ma famille a quitté, ce qui n'est pas commun. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait sens, évidemment. C'est-à-dire que je pense que j'ai quelque chose à vivre là-bas, qui sera sûrement pas pour toute la vie, mais qui n'est pas complètement insensé ou complètement aberrant. Voilà. Une victoire sur quoi, je demande? Alors, c'est une victoire sur je pense la véhémence et la virulence qui a eu, la réaction en fait qu'il y a eu suite à ce départ, et cette peur et cette angoisse qu'on nous a transmise. Je pense que ça contribue à faire redescendre cette peur et cette angoisse, et potentiellement à ce que nous, quand on transmettra à notre tour, on ne transmette pas ce même traumatisme, mais on transmette autre chose. Pour moi, ça, c'est une victoire. De ne pas, pendant des générations, se trimballer ce traumatisme-là. Jonas, ça vous parle? Est-ce que vous, qui vous n'êtes pas installé au Maroc, mais est-ce que votre propre cheminement, ça a affecté, en tout cas, ça produit des choses dans votre famille paternelle? Oui. Moi, quand j'ai commencé à dire à ma famille marocaine que j'allais apprendre l'arabe, j'ai une tante qui m'a dit « Tu vas être espion, c'est ça ?» Donc, ouais, il y avait du chemin. Il y avait vraiment du chemin à faire. Mais je vois, chez mon père, chez ma grand-mère, parce que mon grand-père est décédé très longtemps, que mon père est très touché, en fait. Parce qu'effectivement, ça me parle beaucoup ce que tu dis, effectivement, il y a quelque chose vers lui. Mais il y a aussi quelque chose de très oedipien, où ça l'agace aussi quand même un petit peu. Il y a un peu le pourquoi ça sauterait une génération, moi je ne l'ai pas fait, c'est pas pour que toi tu ailles le faire, moi j'ai coupé, etc. Donc ouais, il y a ce truc un peu partagé, il y a de la curiosité, il y a de l'inquiétude, il y a de la fierté, vraiment, et de l'agacement. Il y a vraiment tout ça en même temps. Il y a une phrase qu'a dit le professeur Kayat dans le film, tu sais. Il a dit qu'il aime la Tunisie, pas parce qu'il aime la Tunisie, mais parce qu'il aime ses parents, et que ses parents, c'est la Tunisie. Et c'est pour ça qu'il aime la Tunisie. Parce qu'ils lui ont... Voilà. Et je crois que c'est ça, ton mouvement, toi en particulier, en tout cas. Tu retournes vers quelque chose qui les a habités, qui les habite,
Et parce que tes parents, même s'ils sont partis, même si c'est pas la première génération, enfin, même si c'est ta grand-mère qui a transmis ça, eh ben, ils portent en eux ce pays et cet amour que depuis des générations on a pour ce pays, avec tous ces aléas. Mais quand même. Tu oublies, Sonia, vous oubliez, Sonia, qu'il y a une partie de la famille de Cléo qui est algérienne, enfin qui est juive d'Algérie, et ça complique un peu les choses parce que pour le coup c'est assez différent comme ressenti. Et on va peut-être en parler, mais le temps passe. Mais j'avais une question sur l'histoire qui me paraît importante, et sur la manière dont elle apparaît dans la série. Et pour aborder donc cette dernière partie, je voudrais vous faire écouter un extrait du 2e épisode que vous avez intitulé « Retrouver son histoire ». C'est à nouveau vous qui parlez pour expliquer votre démarche. On vous écoute. J'ai toujours eu plutôt honte d'être une juive séfarade, de faire partie de cette catégorie perçue comme celle des beaufs de la judéité. Pas cultivés, pas politisés, trop claniques, trop tribaux, trop orientaux. Nous, juifs d'Afrique du Nord, sommes toujours trop, nous débordons. Et pourtant, nos récits familiaux, communautaires, nationaux sont homogènes et troués. Moi, je cherche les figures manquantes à la mémoire officielle et à nos représentations. Celles et ceux qui ont cultivé ce que Pierre-Jean Le Foll-Luciani a appelé dans sa thèse magnifique des trajectoires dissidentes. De nombreux militants et militantes juifs nord-africains ont produit de la pensée, de la philosophie, de la poésie et se sont engagés fermement dans les luttes pour les indépendances de leur pays. En Algérie ou en Tunisie aujourd'hui, qui se souvient de celles et ceux qui se sont engagés dans les luttes de libération nationale, au sacrifice parfois de leur vie ? Alors c'est très intéressant ce que vous dites sur la honte que vous avez longtemps éprouvée vis-à-vis de vos origines juives nord-africaines, et c'est intéressant que vous mettiez le doigt sur cette honte comme aussi peut-être un des ressorts de votre quête. Et je précise quand même au passage qu'un très grand nombre de juifs français originaires du Maghreb sont très fiers de leur héritage marocain et tunisien, mais c'est peut-être en particulier les juifs observants et qui fréquentent les cercles communautaires, et que peut-être que cette honte que vous avez éprouvée est peut-être liée à certains milieux moins juifs, moins communautaires, peut-être plus parisiens. Et pour dépasser cette honte, vous vous tournez donc vers des figures oubliées, ce que Pierre-Jean Le Foll-Luciani a appelé dans son travail donc ces trajectoires dissidentes. C'est un travail qu'il a effectué sur les juifs algériens engagés dans la lutte pour l'indépendance, que ce soit au sein du Parti communiste ou du FLN. Et vous vous tournez aussi vers Simone Bitton, la cinéaste Simone Bitton, qui est très, très engagée contre Israël et contre le sionisme, et qui, elle, dont l'admiration, elle, va vers les militants marocains pour l'indépendance, dont certains ont été emprisonnés par le régime marocain. Et donc le travail de Pierre-Jean Le Foll-Luciani est vraiment passionnant et très important. Il fait donc entendre comment des jeunes gens juifs d'Algérie, très marqués par les discriminations subies pendant la période sous le régime de Vichy, ont fait le choix de s'engager pour l'indépendance de l'Algérie. Mais donc son travail n'est pas du tout en cause, mais c'est vrai que dans la réception de son travail, on a parfois l'impression que ces figures sont un peu instrumentalisées comme les seuls bons juifs, les seuls juifs dignes de respect parce qu'ils n'ont pas trahi l'Algérie. Et ça accrédite l'idée que donc, l'ensemble, la grande majorité des juifs seraient, eux, coupables au mieux de lâcheté ou de compromission avec la société coloniale, ou pire, de trahison. Et donc je ne dis pas du tout que vous portez cette accusation, mais est-ce que le fait... Non plus. Ah non, non, évidemment, c'est pas du tout le travail de Pierre-Jean Le Foll-Luciani qui est en cause, mais est-ce que en investissant uniquement ces figures dissidentes comme les seules qui seraient positives, vous dites j'avais besoin de trouver des figures positives, est-ce que ça n'accrédite pas d'une certaine manière cette idée que seuls ceux qui se sont engagés pour l'indépendance seraient des figures positives? Et ça, pour prolonger cette question, c'est vrai qu'il y a un grand absent de votre série qui est Albert Memmi, qui lui-même, donc l'écrivain et penseur juif tunisien Albert Memmi, qui s'est engagé pour l'indépendance tunisienne au sein du journal L'Action, qui a écrit un texte très important contre le colonialisme, qui a aussi beaucoup réfléchi aux questions qui vous travaillent sur la judéité nord-africaine, sur le judaïsme d'Afrique du Nord, sur le départ. Il l'a raconté en roman, dans des essais. Et voilà, donc ma question c'est pourquoi cette focalisation sur ces seules figures-là qui seraient les seules positives et cette absence d'Albert Memmi? Alors, encore une fois, le format, encore une fois, c'est pas une thèse, donc c'est un choix, voilà, d'avoir... En fait, moi, la thèse de Pierre-Jean, c'est vraiment un travail qui est d'une grande finesse et qui m'a beaucoup, beaucoup impressionnée. Et
en fait, ça me paraissait important qu'il y ait quand même un épisode qui soit un peu centré sur l'Algérie. Spécifiquement, j'ai dû choisir parce qu'évidemment, en Tunisie, il y aurait eu beaucoup de choses à dire aussi sur les Juifs qui se sont engagés au Parti communiste ou pour l'indépendance de la Tunisie, etc. Pour le Maroc, pareil. Mais en fait, ce qui me paraissait intéressant avec ce cas de l'Algérie, c'est que c'est aussi le pays où officiellement on ne dénombre plus aucun juif. C'est aussi le pays où cette histoire, on pourrait dire, a été la plus violemment effacée. Et donc, ça m'a d'autant plus émue et touchée de lire, enfin d'entendre ces noms pour la première fois de ma vie, en fait, de les lire. Et des gens qui ont été quand même oubliés des deux côtés. Enfin, c'est-à-dire que jamais on va parler d'eux. Dont certains qui ont été internés dans des camps, qui ont été torturés pendant la guerre, etc. Donc je trouvais, là aussi, c'est un peu comme la question de juifs arabes, c'est-à-dire que je trouvais ça tellement fort et tellement frappant que dans le contexte de l'Algérie coloniale, où il y a quand même eu des stratégies mises en place par la France coloniale vraiment très délibérées pour séparer les juifs et les musulmans, où il y a eu un antisémitisme français extrêmement virulent, etc., qui est quand même eu ce mouvement-là, d'ailleurs, qui pour la plupart de ces militants qui d'abord s'étaient tournés après la guerre vers le sionisme, comme il le raconte dans sa thèse, et puis finalement, pour certains d'entre eux, vers la lutte pour l'indépendance. Donc c'est pas, disons, c'est pas les seules figures à valoriser, mais par contre, pour moi, c'est quand même des figures, c'est quand même des gens dont, comme j'en avais jamais entendu parler, j'avais envie de leur faire une place là, en fait, dans cette série. Je nuancerais peut-être l'idée que la France coloniale a voulu séparer sciemment et machiavéliquement les juifs des musulmans, parce que c'est une idée qu'on entend beaucoup sur les décrets Crémieux, comme si c'était une opération machiavélique stratégique de la France pour séparer les juifs des musulmans. Et c'est vrai que dans un courant de pensée, et notamment El Shoat, on généralise le décret Crémieux à l'ensemble des pays du monde arabe, où partout les puissances coloniales auraient séparé sciemment et à leur corps défendant, aurait francisé à leur corps défendant les juifs du monde arabe. C'est vrai que c'est une vision qui me donne le sentiment de vouloir disculper les juifs du monde arabe de l'accusation qui pèse sur eux. Mais donc du coup, en accréditant, c'est en donnant foi à cette accusation, on les accuse d'être des traîtres, et donc il faut à tout prix dire qu'ils ont été de force. Ah bah oui, mais justement, dans la thèse de Pierre-Jean, ce qui est très intéressant, c'est qu'il raconte, moi c'était aussi la première fois que je le lisais, que Crémieux avait d'abord ouvert la possibilité d'accès à la nationalité française pendant 5 ans, d'ailleurs aux juifs et aux musulmans, et qu'en fait il y a eu, je crois, 150 juifs qui se sont présentés. Et donc en fait il a fini par l'imposer, ce qui fait quand même partie d'une stratégie. D'ailleurs, Pierre-Jean cite même un document, une archive dans laquelle on lit les autorités françaises dire plus il y aura de juifs qui auront la nationalité française, plus on aura l'impression qu'en nombre, on n'est plus présent. Enfin, alors qu'il y avait un mépris pour les juifs qui était évident aussi dans l'administration française. Donc c'est simplement que, pour moi, l'Algérie, c'est justement le pays où ça s'est manifesté avec le plus de clarté, cette politique-là, en fait. Moi, j'invite quand même à lire l'article de Denis Charbit sur l'historiographie du décret Crémieux, qui nuance quand même pas mal les choses. C'est-à-dire que Crémieux, lui, il n'est pas en train d'orchestrer la division. Il a d'autres idéaux en tête, qui sont ceux de l'Alliance, qui sont les siens. Et je crois que Jonas veut ajouter quelque chose. Et c'est vrai que les juifs, qu'un petit nombre de juifs ait fait la demande quand c'était pas automatique, c'est vrai, mais pour des raisons aussi d'affiliation aux tribunaux rabbiniques et C'est ça. Mais, voilà, je pense que ce qui est intéressant, après je te laisse parler, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, il y avait... ce que je trouve intéressant dans son travail à Pierre-Jean, c'est de montrer à quel point cette catégorie juif d'Algérie n'était pas homogène, et qu'en fait, on a tendance à la présenter comme ayant tendu de manière univoque vers la francisation et vers le départ d'Algérie, alors qu'en fait, historiquement, il y a eu beaucoup de résistance, mais notamment pour des raisons religieuses, notamment parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient conscience de ce qu'ils allaient perdre. Ils avaient conscience de ce qu'ils allaient gagner, mais aussi de ce qu'ils allaient perdre. J'entends totalement. J'ajouterais juste un mot. C'est sûr que ces trajectoires dissidentes permettent de nuancer et de comprendre que c'était pas d'un bloc. Mais faire de ces trajectoires, voilà, il faut. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu que c'était moitié-moitié, que les Juifs d'Algérie étaient vent debout contre la nationalité française. Ils ont été effacés de l'histoire, ces gens-là, quand même. Ils ont été effacés de l'histoire algérienne, y compris. Évidemment, oui. Jonas ? C'est ce que je dis. Sur le décret Crémieux, je ne pense pas effectivement qu'il y ait quelque chose de complètement machiavélique, mais ça reflète quand même le fait que ces gens-là étaient persuadés qu'ils sauvaient les Juifs
de l'horreur du monde oriental et arabe dans lequel ils vivaient. C'est-à-dire que ça reflète quelque chose de la pensée coloniale, très fortement, et qu'on retrouve aussi, d'une certaine manière, dans les positions de l'Alliance israélite. C'est-à-dire que ce n'était pas pour faire le mal, mais on voit que la conception était celle-là, qu'il fallait sauver les gens. Alors, l'Alliance a effectivement sorti beaucoup de gens de la pauvreté. Hein. Je ne suis pas du tout en train de... Ce qui était vraiment la première préoccupation de l'Alliance, c'était la pauvreté extrême de ces milieux. C'était à l'Alliance, on apprenait... Enfin, il y avait vraiment cette première mission. Je ne suis pas en train de dire que c'est machiavélique. Je suis en train de dire que c'est une grille de lecture qui avait sur place. Et juste, excuse-moi, je termine. J'ai travaillé à un moment beaucoup sur la presse des Juifs d'Algérie des années 1890, donc pas très longtemps après le décret Crémieux. Le seul sujet, et ça montre bien qu'il y a un problème quand même avec la présence française, le seul sujet, c'est l'antisémitisme des instituts de l'administration française sur place, à Oran surtout, ça a été très virulent, et aussi à Alger. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problématiques. Ça veut dire que la grille de lecture qui s'installe est celle-là. C'est la grille de lecture française et c'est les problématiques de la société française qui sont voilà, qui est extrêmement vivant. Et à ce moment-là, on a des leaders de la communauté juive d'Oran surtout qui demandent aux gens effectivement d'aller utiliser leur droit de vote parce qu'ils savent aussi que la force sur place, c'est la France et qu'il va falloir à un moment prendre sa part dans cette société française pour se faire sa place. Mais du coup, je te rejoins quand même sur l'idée qu'il n'y a pas un truc machiavélique, mais on a cette grille de lecture et qui à un moment essaime partout. Mais ça montre aussi précisément que c'est pas que si le décret Crémieux a suscité autant d'opposition au sein de la société française d'Algérie, c'est que c'était pas il a été vécu par eux comme effectivement l'antisémitisme était très très présent dans cette société. Drummond s'est fait élire député à Alger. Enfin, c'est aussi très documenté. Voilà, pardon. Je veux quand même juste rétablir une chose quand même. La majorité de ces populations-là vivaient dans une très grande précarité, dans des conditions d'hygiène absolument innommables. Et donc, ces actions qui ont été entamées par le biais de la France, mais par des sociétés qui n'étaient pas françaises, mais judéo-françaises, c'était d'essayer de plus dans le micro, Sonia. Oui, c'était de sauver un peu ces Juifs de la misère, voilà, et leur donner les moyens de sortir de leurs conditions sociales, qui étaient complètement précarisées. Alors, que Crémieux, je vous signale que Crémieux, ça s'est appliqué pour l'Algérie, mais ça ne s'est pas appliqué pour la Tunisie. L'exemple, n'a pas été probant. Donc, on ne peut pas penser on peut pas penser que c'était machiavélique, etc. Peut-être qu'il y avait des raisons, effectivement, de vote ou de conscription, peut-être même. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles vivait la majeure partie de ces populations. Et c'est ça qui a suscité les entreprises comme Rothschild, Montefiore, etc. Ce sont surtout des mécènes juifs qui ont activé ces actions-là, plus que les gouvernements eux-mêmes. Il ne faut pas oublier ça quand même. Jonas, un dernier mot. C'est vrai, et on a beaucoup de témoignages de beaucoup de voyageurs occidentaux qui racontent effectivement la détresse totale dans laquelle vivaient beaucoup de juifs et beaucoup de mélards, etc. Là où j'y vois malgré tout une grille de lecture qui est colonialiste, c'est que dans le fait de sortir ces juifs de la misère, il y avait aussi les sortir de la langue arabe dans l'enseignement et les sortir de l'enseignement traditionnel et religieux. Mais l'enseignement traditionnel et religieux n'était pas national. Les Juifs n'avaient pas accès aux écoles arabes. Vous savez très bien, c'était des écoles juives, le Koteb, des écoles religieuses, et les faire accéder à la promotion sociale, c'était aussi leur offrir une grille d'enseignement plus large, l'accession au métier et la formation. Donc il faut attention, excusez-moi juste, mais c'est mon réflexe un peu, de ne pas juger, ou évaluer l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui. Hein, nous sommes au XXIe siècle, et les gens qui sont arrivés, les Montefiore et les Rothschild qui sont arrivés visiter ces communautés à la fin du 19e, n'ont pas jugé avec la grille de lecture de nos propres yeux aujourd'hui. Il ne faut pas faire cette erreur de juger l'histoire avec nos yeux. Vous prouvez les textes et les photos vous le prouvent. Ils vivaient dans une précarité monstrueuse. En fait, c'est juste que ce qui est intéressant dans le travail de Pierre-Jean, parce que moi, je ne parle que de ce que j'ai lu dans sa thèse, c'est que cette volonté de désorientaliser aussi des Juifs français vis-à-vis des Juifs d'Algérie, en l'occurrence de les désorientaliser, avec du coup un biais colonial évident qui était leur faire accéder à la civilisation. C'était aussi un truc civilisationnel. C'était aussi une pensée située, mais quand même coloniale, c'est-à-dire de
venir tendre la main à ces gens dont on ne considérait ni la culture ni les rites. Enfin, Mais voilà. ça amène aussi à nuancer ce qu'on appelle la pensée coloniale, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on présente souvent, enfin on présente pas souvent, en fait, mais les gens qui défendent la colonisation ont un langage angélique sur les lumières qui vient dispenser aux populations dans les ténèbres. Mais dans le cas de l'Alliance, c'était vraiment leur vision. Alors elle est paternaliste si on veut, elle est colonialiste si on veut, mais elle n'a pas une visée oppressive, répressive, de spoliation. Elle a une visée de permettre à des populations dans la misère d'accéder à la culture française qui était vécue par eux comme étant effectivement le progrès. Et elle a permis une mobilité économique et sociale, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a servi globalement. Voilà, c'est ça. Pour conclure et revenir sur la série, Cléo, je l'ai dit en ouverture, votre film mettait en scène, mettait en exergue l'incompréhension entre vous et vos grands-parents. Est-ce qu'au terme de cette quête, au terme de le tournage du film a quelques années déjà, est-ce que vos rencontres, vos lectures, votre installation à Tunis, est-ce que tout ça fait qu'aujourd'hui vous comprenez mieux vos grands-mères, que dans le film on avait l'impression parfois que vous n'arriviez pas à comprendre, voire que vous qualifiez leur récit de refoulement ou on l'entend aussi dans la discussion des Juifs vénères. Il y a une jeune femme qui dit, à propos de son père, on a l'impression qu'il récite un texte. Et il y a cette vision comme si... Est-ce que vous arrivez maintenant plus à comprendre leur récit, la façon dont eux ont vécu et pensé les choses ? Oui, bon, je pense que c'est une quête qui est toujours en cours, etc. Mais de toute façon, le film, c'est une tentative de dialogue qui est répétée. Le fait de vivre en Tunisie, de continuer à travailler sur ces questions, c'est toujours des gestes qui sont dirigés vers eux. Enfin, voilà, pour moi, tant qu'il y a du dialogue, tant qu'ils sont vivants, c'est important d'en parler parce que ça fait partie de notre histoire et que j'ai envie qu'on en parle le plus possible. Et je trouve que confronter des points de vue, c'est pas dramatique, etc. Mais j'ai toujours compris. Enfin, pour moi, c'est-à-dire que leur ambivalence, leurs contradictions, elles sont savoureuses, mais je les comprends depuis ma place en tant qu'observatrice. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette génération à laquelle j'appartiens et avec finalement, on pourrait dire cette nouvelle famille qu'on reforme tous ensemble en travaillant sur ces questions et en ouvrant des discussions dans nos familles, pour moi, la question, c'est plutôt eux. Est-ce qu'ils sont en train de nous comprendre ? Et je pense que oui. Je pense qu'il y a des choses qui bougent dans les familles et qu'il y a des discussions qui ont lieu aujourd'hui que j'aurais jamais pu imaginer quelques années avant. Et je suis persuadée que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner de ça aussi. C'est-à-dire que, voilà, je pense je vais citer Delphine Orvillard, mais en leur étant infidèles, on leur est fidèle, en fait. Enfin, voilà, c'est ça. En faisant ces infidélités, on est fidèle à qui ils ont été, mais en étant différents, quoi. Voilà. Merci beaucoup, merci Cléo Cohen, merci Sonia Fellous et Jonas Sibony. Je renvoie donc vers la série qui est disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France. Je renvoie vers votre film dont il y a quelques exemplaires à la librairie du musée. J'invite le public à découvrir donc le travail de Pierre-Jean Le Foll-Luciani, mais aussi à lire le travail d'Abdelkrim Alaghi sur l'histoire des Juifs de Tunisie, le livre de Paul Sebag qui est encore disponible, les livres d'Albert Miami. Et je vous remercie tous pour votre attention. Et on va maintenant vous passer la parole, ne vous inquiétez pas. Je voulais faire une conclusion propre pour la vidéo, mais c'est raté. J'aurais 2 questions / remarques. La première, sur l'utilisation de l'identification à l'expression juif-arabe. Moi, je pense que, évidemment, que la perspective historique dénote une certaine pertinence, mais je pense aussi qu'il faut mobiliser une perspective sociologique sur la question, une perspective de sciences politiques également. C'est-à-dire que se dire juif-arabe, c'est aussi un outil de réflexion et de lutte contre les nationalismes. C'est un outil qui permet de penser la fluidité des identités. Ça, c'est la première question / remarque. Et la seconde... On reconnaît une voix du premier épisode de la série. Effectivement. Désolé pour le outing, mais... Oui, et la seconde question porte sur le décret Crémieux. En fait, dans la critique du dispositif qu'a été le décret Crémieux, je pense qu'il ne s'agit pas de minimiser la précarité des Juifs d'Algérie. Je pense que, d'une part, il s'agit de croiser des perspectives, de croiser des préoccupations politiques. Et d'autre part, il s'agit de sortir d'un raisonnement qui accorderait un primat à la notion d'intentionnalité
de Crémieux, en fait. La question, c'est pas quelles sont ses intentions. La question, c'est quelle est sa pensée et en quoi sa pensée dénote d'un impensé qui lui-même est situé dans la pensée française. C'est ça, en fait. C'est une application, c'est une transposition d'un agenda politique français de métropole française à un territoire qui est lui-même doté de certaines préoccupations politiques et qui n'ont pas été envisagées. Ça n'est pas que français, c'est juif français. Crémieux, il s'inscrit et il le dit dans la continuité de l'émancipation de 1791. Alors, on peut voir ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas l'Alliance israélite universelle, c'est très français, mais c'est aussi très juif. Et oui. Non, mais j'entends, mais je pense aussi qu'il faut avoir un regard critique sur ce qu'a été l'émancipation en France par ailleurs. Vous avez beaucoup parlé de la question de l'attitude coloniale française qui veut séparer, etc. Pas du tout de la question de l'exclusion de la part d'Algérie, de l'indépendantistes algériens d'un côté et tunisiens de l'autre côté, de l'exclusion de pas seulement des juifs, d'autres minorités éventuellement, à l'époque de la construction nationale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui permet aujourd'hui éventuellement, et c'est très difficile, vous l'avez dit avec le colloque que vous évoquez, qu'est-ce qui permet éventuellement de revenir, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de revenir sur cette reconstruction nationale que certains Tunisiens veulent faire ou ne pas faire. Et en Tunisie, parce que juifs vénères en France, c'est quoi votre engagement? Et juifs arabes en Tunisie, c'est quoi votre engagement? Merci. Alors, oui, on n'a pas parlé de tout. Ouais. Attendez une seconde, il faut pouvoir rallumer le micro. Donc Merci. Merci. Oui, on n'a pas pu parler de tout, mais dans la série, je parle évidemment de la construction de la nation, que ce soit en Algérie et en Tunisie, aux indépendances, qui a été fondée sur une conception ethno-religieuse en fait, de l'algérianité ou de la tunisianité, et qui a été dramatique pour les minorités. Moi, en fait, je suis pas porte-parole de Juifs Vénères. Je fais partie de ce collectif qui existe et qui porte une parole, juive, féministe, d'extrême gauche, bref. Et en Tunisie, je suis pas spécialement engagée politiquement, si ce n'est que moi, je considère que le fait d'aller m'installer là-bas, et en me sentant en toute légitimité, c'est une manière aussi de dire que j'appartiens à l'histoire de ce pays. Et en ça, dans les relations que je crée avec les gens et dans ma vie sociale là-bas, je considère que c'est important parce qu'en fait, ça génère très souvent beaucoup de discussions, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité, surtout pour les gens de ma génération qui, eux, n'ont pas connu ou si peu la communauté juive. Voilà. Donc en ça, effectivement, on pourrait dire que c'est politique, dans le sens où ces discussions-là qui s'ouvrent du fait de la présence de la mienne, mais ou d'autres personnes juives qui s'installent là-bas, ça crée de la discussion, ça crée du débat. Et donc, voilà, moi je considère que oui, c'est à la fois important pour ma vie intimement, mais c'est aussi politique. Bonjour. Alors, moi j'ai une question par rapport à l'exposition qui a eu lieu à Lima, à l'Institut du monde arabe, il y a quelques mois ou années, qui parlait de juifs d'Orient, qui est une expression qui n'est jamais revenue chez vous. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et deuxièmement, cette exposition, comme votre podcast, comme ce débat, dans mon histoire personnelle, mais je crois aussi que c'est le cas dans la vôtre, fait partie d'un mouvement de légitimité de mon parcours et de mon histoire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un mouvement un peu plus général, que Lima fasse une expo là-dessus, que vous en parliez, qui est en train de se passer? Je précise qu'on a la chance d'avoir Sonia Fellous avec nous parce qu'elle a été au conseil scientifique de cette exposition. Donc la question peut être adressée donc, du coup, à la fois à Cléo sur le mouvement. Juifs d'Orient, ça a fait l'objet d'un débat qui a duré 6 mois. On n'était pas d'accord, personne n'était d'accord. C'était juifs du monde arabe, juifs d'islam, juifs d'eux. Et en fait, on nous a un peu poussé à choisir juifs d'Orient parce que c'était plus racoleur, plus ouvert, etc. Moi, j'ai participé plus qu'activement à cette expo parce que je voulais que soit dit ce qui ne devait pas être dit, c'est-à-dire la présence juive avant l'islam sur les territoires et les causes du départ et les conflits au moment des départs. L'exposition n'était pas prévue comme telle au départ. Donc, ces juifs d'Orient, c'est faux parce qu'il faudrait parler pratiquement que du Moyen-Orient. Les juifs d'Afrique du Nord ne sont pas des juifs d'Orient, selon moi. Et l'Afrique du Nord, c'est une culture complètement différente. Et je dirais même que je crois qu'appeler juifs du Maghreb, c'est faux aussi. Parce que les juifs du Maroc, les juifs d'Algérie et l'histoire de Tunisie n'ont pas du tout la même histoire.
Pas du tout. Pas les mêmes régimes politiques, pas la même histoire, pas la même démographie, pas la même culture. Donc, il faudrait être plus spécifique. Juifs d'Orient, ça existe dans la mesure où ça veut dire que tous les Juifs ont disparu d'Orient et par extension du monde arabe en général, pratiquement. Hein. On a quoi, 2005 au Maroc à tout casser, on a 1002 en Tunisie, allez, soyons larges, avec les allers-retours. Et en Algérie, on ne sait rien, hein, peut-être 2. Et bah oui, on ne sait pas, on ne peut même pas savoir. Et donc voilà, donc c'est quand même, on parle là d'un monde. Alors je suis contente que Cléo et que ses copines essayent de montrer aux Tunisiens qu'on était là et que c'est notre pays autant que le leur. Mais c'est un monde qui s'est débarrassé de ses juifs, qui a effacé ses juifs. Mais pas seulement à cause d'une contrainte politique, mais aussi d'une volonté politique. C'est pour ça que les livres d'histoire ne les mentionnent pas. Et moi, c'est ce qui me choque le plus. Parce que l'histoire, c'est l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La colonisation a été telle, la création de l'État d'Israël, les guerres, etc. Et l'inculture a fait qu'on a assimilé juifs, sionistes, Israël, etc. Bon, on n'a pas connu, on ne connaissait pas la culture, on ne connaissait pas l'histoire. Si on avait connu l'histoire, on aurait su que les juifs étaient là avant l'arrivée de l'islam. Ce n'est pas le cas, c'est comme ça. Mais ce qui me tue aujourd'hui, c'est que ça n'apparaît pas dans les livres d'histoire. Et c'est pour ça que j'ai tellement eu à cœur que l'exposition de Lima dise tout, des origines jusqu'à nos jours. Cléo ? Par rapport peut-être au fait qu'il se passe quelque chose en ce moment, on peut dire quand même qu'il y a quand même peut-être un intérêt. Moi, je vois quand même effectivement beaucoup plus de travaux et de gens qui ont envie de parler de ça, qui ont envie de témoigner, qui ont envie de faire entendre, de rendre audibles et de rendre visibles ces récits. Et quand même, par rapport à ce que dit Sonia, bon, voilà, même si effectivement on peut dire qu'il y a quasiment plus de juifs dans les pays dits arabes, ceux qui restent, parce qu'il en reste quand même, il faut leur rendre hommage, il y en a même dans la salle, on a la chance d'en avoir dans la salle, et pour moi, j'ai aussi énormément d'admiration pour eux, parce que ceux qui n'ont jamais quitté, il y a quelque chose. Enfin, moi, je trouve que leur vie là-bas, rien que le fait qu'ils soient restés, ça prend la forme d'une résistance. Et pour ça, je suis très admirative de leur vie et je leur rends hommage. Voilà. Bon, il faut dire une autre chose, si je peux me permettre juste rapidement, c'est que ce mouvement de revendication maintenant de cette culture qui a été discrète finalement, malgré le fait qu'on parle fort. Qui s'est faite discrète, qui s'est intégrée partout où elle est arrivée, en gros, sans faire trop d'histoire, sauf pour le mouvement des Panthères roses en Israël, pour les raisons qu'on sait. Panthères roses, Sonia. Des Panthères roses, des Panthères noires. Pardon, en Israël. Et Michal Bougani m'en parle très bien. Il y a ce mouvement-là aussi en Israël, qui est très très fort. Les gens se mettent à rechanter en arabe. L'arabe est revendiqué, l'arabité est revendiquée, les cultures, les yéménites et tout le monde maintenant il y a quelque chose de générationnel. Il y a quelque chose de générationnel. Complètement. Donc c'est général, c'est un mouvement général, je te l'accorde. Et justement sur une culture qui a été méjugée, mal jugée, sous-estimée. Et là, il a fallu le recul, probablement, de c'est vous aussi, même s'il y a des générations avant vous qui avaient commencé déjà, qui allaient maintenant promouvoir un peu ce que c'était cette culture magnifique et très élevée, et beaucoup plus importante que ne l'était la culture des Juifs des contrées du Nord à la même période, et aujourd'hui, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, etc. Et ça, on ne le sait pas. Et ça, rien que parce qu'on ne le savait pas et que maintenant on le sait, c'est formidable. Et j'ajoute juste un mot pour dire que c'est formidable qu'il y ait justement ce mouvement générationnel qui fait bouger les choses, mais qui aussi donne de la lumière à des entreprises plus anciennes, notamment la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, enfin tous les travaux des historiens, que ce soit sur la Tunisie, sur l'Algérie, sur le Maroc, sur le monde arabe en général, et qui se sentaient bien esselés et qui là trouvent aussi un écho. Il y a 20 ans au moins. Hein. Ouais. Une autre question ? Oui, moi je voulais reprendre sur la question de
de l'identité nationale, enfin du nationalisme du moins, parce que c'est au moment des indépendances et dans tous les pays qui ont été colonisés que s'est construit un récit national. Et ce récit, alors vous dites que l'histoire c'est l'histoire, mais le récit de l'histoire, lui, il est idéologique. Et la preuve, regardez vos livres d'histoire d'enfants que nous avons eus. On ne s'y reconnaît pas, ça a été réécrit 1000 fois. Donc l'histoire, elle n'arrête pas de se réécrire. Et je souligne qu'en Tunisie aussi, elle se réécrit. Et qu'il y a des gens qui se battent pour que cette histoire-là, telle que vos parents l'ont vécue, telle que d'autres minorités l'ont vécue, parce que c'est toute l'histoire, toute la présence des minorités dans tous les pays décolonisés qui a été effacée. Et il y a des historiens en Tunisie que je connais particulièrement, le professeur Kazdagli, par exemple, qui a créé une chaire d'histoire des minorités. Et ces étudiants font des travaux sur les Juifs de Tunisie qui valent de beaucoup ce que des Français tunisiens peuvent faire eux-mêmes. Donc il faut parler de ça aussi, des mouvements qui n'arrêtent pas de se créer là-bas. Mais c'est vrai qu'en même temps, vous avez aussi un courant islamiste qui, lui, bétonne l'histoire. D'ailleurs, pour lui, l'histoire n'existe pas. Donc tout ça, ça bouge tout le temps et on ne peut pas se saisir juste... En même temps, votre émotion, elle a sa vérité, on ne peut rien en dire. On est dans l'émotion, mais d'autres peuvent essayer de prendre un peu... Pour survivre, on est obligé de prendre un peu de distance par rapport à l'émotion. Et je voulais juste dire une autre chose. Au moment de... ce qu'a été la colonisation, c'est très compliqué aussi. Moi, des fois, je me prends à dire, nous sommes l'aspect positif de la colonisation aussi. On ne parle que de l'aspect négatif, mais on avait un tropisme vers la France. Alors peut-être que ça dépend des milieux, mais on s'est saisi de l'école. On a fait des études qu'on n'aurait jamais pu pousser. Nous sommes devenus, nous, les enfants de ces gens qui nous ont poussés et vers la France et vers... Alors c'était mythique, mais n'empêche qu'il y a eu des sacrées réalités grâce à ces mythes aussi. Ça me permet de rebondir un petit peu sur l'histoire, effectivement, absolument, de la manière dont l'histoire évolue et continuellement réécrite, et puis le problème que Sonia a mentionné tout à fait sur ce blackout total sur l'histoire juive en Afrique du Nord, et puis revenir même un tout petit peu avant sur ce qu'on disait sur l'histoire de la pensée coloniale. En fait, en entendant la réaction de Sonia, je me suis dit que je m'étais peut-être mal exprimé. Je ne pense pas du tout que la situation, que le déchirement soit, enfin, qu'on puisse tout imputer à la colonisation. C'était pas du tout mon idée. L'antisémitisme en Afrique du Nord, il est beaucoup plus vieux que l'arrivée des Français. Il y avait des situations catastrophiques, il y avait des situations et des périodes qui étaient meilleures que ça. Ce que j'ai voulu dire, c'est sans jugement, parce que je pense qu'il n'y a pas rien n'est machiavélique, c'est qu'il y avait à cette époque-là une grille de lecture coloniale. Voilà. Et absolument, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la misère. Moi, je me rappelle une discussion avec ma grand-mère où j'étais revenu en me disant... effectivement, moi aussi j'aurais quitté le Maroc en fait si j'avais été elle à son époque, parce que les choses étaient très tendues, parce que les gens ne voyaient plus leur avenir ici, parce qu'ils ne s'identifiaient plus et n'étaient plus identifiés à cet endroit. Et ça me brise le cœur, ça lui brise le cœur aussi. Mais oui, je ne pense pas que ce soit uniquement de la faute d'un ou d'un autre, et que l'histoire elle est complexe et elle est pleine de ces déchirures. Je ne sais pas si ma conclusion sera très pertinente, mais je voulais également remercier Cléo. Et pareil, représenter aussi cette génération. Moi, je suis d'origine juive tunisienne et algérienne comme Cléo. Et j'ai commencé à étudier l'arabe il y a une dizaine d'années. Puis je suis partie en Tunisie avec mon père en 2022 pour la première fois depuis 20 ans. Et ce que j'ai vu en Tunisie, c'est une Tunisie qui dit aussi que ces juifs lui manquent. Les Tunisiens et les Tunisiennes qu'on a rencontrées au cours de notre voyage, ils disent que les Juifs leur manquent, que les Juifs manquent à la Tunisie, que le pays il a été amputé d'une partie. Le pays il a été amputé d'une partie très importante de lui-même avec le départ des Juifs. Et quand vous dites que les Juifs de Tunisie c'est l'aspect positif de la colonisation, peut-être que pour la génération de nos parents, c'est effectivement perçu comme ça, vécu comme ça. Pour notre génération, je pense qu'il y a un manque, un vide, un traumatisme, une douleur dont on a hérité et qu'on n'arrive pas à percevoir cet aspect positif, même si pour nos parents, ça a pu être vecteur d'ascension sociale.
pour nous, c'est aussi cette transmission qui n'a pas été faite, c'est une douleur et une violence dont on ne guérira jamais complètement. Merci beaucoup pour cette conclusion. Et, vous avez parfaitement résumé les dissensions qu'on a entendues et qui sont aussi générationnelles au moment des débats. Oui. Merci beaucoup Cléo Cohen, merci beaucoup Sonia Fellous et merci Jonas Sibony. Bonne soirée à tous, merci pour votre écoute.